Dans un monde magique, un groupe de soldats affronte un être démoniaque, le dieu des cadavres. Ce dernier invoque des armes magiques et les lance sur les soldats, les éliminant facilement. Le capitaine apprend que le héros légendaire arrive. Il ordonne à ses hommes de se retirer. Seul le héros peut faire face à cette menace. Le héros légendaire, Sugrua, se dirige vers le dieu des cadavres. Il s'engage dans un combat. Le dieu des cadavres utilise sa magie, mais Sugrua parvient à se défendre avec son épée. Le dieu des cadavres rassemble les âmes des morts, invoquant un dragon mort-vivant qui charge Sugrua, mais le héros le coupe en deux avec son épée enchantée. Ils échangent des coups et Sugrua réussit à le repousser. Voyant qu'il est en désavantage, le dieu des cadavres invoque une armée de squelettes pour vaincre le héros. Sugrua utilise son œil maléfique, lui permettant de voir les âmes des morts, et on apprend que le dieu des cadavres a la même capacité. Sugrua charge l'armée de squelettes, sautant par-dessus eux, et lançant une boule de feu vers le plafond. Cela provoque l'effondrement du plafond, faisant tomber des pierres sur ses ennemis. Sugrua parvient à frapper le dieu des cadavres, révélant un cerveau dans un bocal, sa véritable forme. Le dieu des cadavres se prépare à lancer un puissant sort, mais Sugrua charge de toutes ses forces. Il enfonce son épée, réussissant à percer, provoquant une énorme explosion qui déchire le ciel noir. Mais ses souvenirs deviennent soudainement flous, il peine à se souvenir du résultat du combat, et il s'avère que le dieu des cadavres a utilisé la magie de réincarnation. En se réveillant dans une ruelle avec une blessure au cou, le dieu des cadavres regarde autour de lui, peinant à comprendre ce qui se passe. Il se retrouve dans une ville moderne, incapable de reconnaître quoi que ce soit. Il est soudain repéré par un drone, et l'opérateur, Kuruya, est surpris car il avait confirmé que le garçon était déjà mort. Il appelle son équipe pour les informer que leur cible est toujours vivante, et Kuruya se demande comment le garçon peut encore marcher avec une gorge tranchée. Pendant ce temps, le dieu des cadavres a du mal à tout assimiler, se demandant où il est, car tout lui semble étranger. Il observe les gens, voyant que tout le monde est heureux, il pense que ce monde doit être paisible. Il pense à son propre monde, incertain de la façon dont il peut revenir. Mais à ce moment-là, deux policiers s'approchent de lui et essaient de lui parler. Mais il ne comprend pas ce qu'ils disent. Il commence lentement à les comprendre en puisant des informations linguistiques dans le cerveau de son corps. Il dit aux agents qu'il va bien et se présente comme Polka. Les policiers sont choqués de voir la blessure à son cou, lui disant qu'il a besoin d'assistance médicale. Mais une étrange fille marche soudainement sur la tête de l'officier, heureuse de voir que Polka est vivant, le saisissant par le bras et s'enfuyant avec lui. Ils atteignent une ruelle où la fille se présente comme Masaki. Polka commence à se souvenir de qui elle est quand Masaki le lance soudainement dans les airs, prétendant vérifier s'il est vraiment vivant. Mais elle sort soudainement un pied de biche, révélant qu'elle est celle qui l'a tué la première fois. Polka commence à s'enfuir, tandis que Kuruya les observe à travers son drone, se demandant pourquoi quelqu'un payerait pour faire tuer un garçon de 16 ans. Mais il sait qu'ils ne seront pas payés à moins que Polka ne meure. Polka devient épuisé, commentant les limites de son nouveau corps, car il lui a fallu toute sa force juste pour fuir, et il semble n'avoir aucune capacité magique. Il réfléchit à ce qu'il doit faire, sachant qu'une blessure fatale entraînerait sa mort. Masaki apparaît derrière lui, lançant ses couteaux qu'il évite de justesse. Elle semble apprécier la chasse, chargeant vers Polka qui peine à bloquer ses attaques. Il essaye de fuir, mais il tombe alors que Masaki lance un poignard qui touche sa jambe, mais il se relève, tirant le poignard et le renvoyant à Masaki. Masaki est impressionnée et admet qu'il l'intimide, craignant de tomber amoureuse de lui si elle n'est pas prudente. Polka entre dans une étrange pièce, se demandant à quoi elle sert quand Masaki le rattrape, lançant un poignard à sa jambe, le faisant tomber au sol. Elle révèle que c'était autrefois un lieu d'exécution pour les Yakuza et qu'il y a des rumeurs selon lesquelles des fantômes hantent la pièce, donc les gens essaient de l'éviter. Polka confirme que les rumeurs sont vraies en utilisant son œil maléfique pour voir les âmes des morts. Il réalise que l'œil maléfique est un pouvoir de l'âme, donc il peut encore l'utiliser dans le corps de Polka. Masaki est sur le point de l'achever, mais il rassemble les pouvoirs des âmes dans la pièce, appelant un bras monstrueux qui transperce Masaki et la tue instantanément. De retour dans l'autre monde, le dieu des cadavres semble vaincu, mais Sugura s'interroge sur son dernier sort. Douteux que le dieu des cadavres ait vraiment été vaincu car son âme a disparu trop rapidement, son compagnon l'informe que l'âme du dieu des cadavres n'est plus dans leur monde, mais le héros a toujours ses doutes. Dans un flashback,
on apprend que le dieu des cadavres ne pouvait pas vivre une vie paisible à cause de l'œil maléfique. Il a été vendu par ses parents aux sorciers de la cour et a mené d'innombrables batailles en tant que nécromancien jusqu'à la chute de l'Empire. Mais il voulait vraiment la paix. Il finit par vivre en paix avec les humains, trouvant même l'amour. Mais les soldats commencent à traquer les nécromanciens car ils asservissent les esprits des morts. Ils finissent par tuer ses proches, le rendant furieux et le poussant à se venger, tourmentant les gens pendant des siècles et tuant de nombreux soldats dans une mine de charbon abandonnée. Malgré tout ce sang versé, il désire toujours la paix. Mais même après des siècles d'attente, il ne la trouve pas. Il ne peut pas mourir naturellement, alors il attend quelqu'un capable de le vaincre pour pouvoir être réincarné dans un nouveau corps et enfin trouver la paix. De retour au présent, Polka est surpris de voir que Masaki est déjà morte, voulant lui poser des questions et craignant d'être traqué par la police si son corps est découvert. Kuruya a tout vu avec son drone et commence à douter de sa santé mentale lorsqu'il reçoit un appel de son patron Clarissa lui demandant ce qui prend autant de temps. Il lui envoie donc le fichier vidéo de ce qui vient de se passer. Dans un autre flashback, nous apprenons que les parents de Masaki l'aimaient vraiment, lui permettant de profiter de son enfance. Mais sa vie a été ruinée lorsque ses parents ont été assassinés sous ses yeux par un homme nommé Jinba. À cause de cela, elle s'est entraînée pour devenir assassin, finissant par retrouver l'homme et lui faire payer. Masaki révèle qu'elle ne le tue pas par vengeance, mais parce qu'elle aime tuer ses cibles, qui sont de mauvaises personnes. Elle reçoit finalement la mission de tuer Polka, et elle l'accepte, voulant savoir ce que c'est que de tuer quelqu'un d'innocent. Masaki le frappe avec une barre à mine, lui faisant réaliser que tuer des innocents peut aussi être amusant. Mais elle commence à remettre en question son existence, pensant qu'elle serait mieux morte, envisageant même de mettre fin à ses jours. Soudain, elle reçoit un appel de Kuruya, l'informant que la cible est toujours en vie. De retour au présent, Masaki se réveille, surprise de voir que sa blessure est guérie. Polka révèle qu'elle est techniquement morte, mais qu'elle a été réincarnée par magie. Ils sont soudainement entourés par un groupe d'hommes lorsque Clarissa apparaît devant eux. Clarissa l'embrasse, vérifiant si elle est vivante, mais réalise qu'elle n'a pas de pouls, tandis que Polka explique qu'elle est en quelque sorte comme un zombie. 40 minutes plus tôt, Kuruya parle à Clarissa des lieux de Polka. Alors elle le trouve et lui demande des informations sur les sigils qu'elle a vus pendant que Polka utilise sa magie pour guérir Masaki. Il leur demande qui ils sont et Clarissa affirme qu'ils sont des amis de Masaki. Polka révèle que le cerveau et l'âme de Masaki sont encore intacts, mais quelqu'un doit utiliser la magie de résurrection sur elle. Mais tout le monde est confus, car personne ne peut utiliser la magie dans ce monde. Il veut que tout le monde pense qu'ils hallucinent et menace de les attaquer avec ses armes. Ils pointent leurs armes sur lui, mais il immobilise l'un d'eux avec une énorme main squelettique, disant qu'il n'a aucune idée de la fragilité des humains sans magie. Ils apprennent soudain qu'un bâtiment voisin est en feu et l'œil magique de Polka le voit, mais il est immédiatement tranché par l'un des compagnons de Clarissa. Clarissa lui dit que le bâtiment est un refuge pour les enfants orphelins, et Polka se souvient des enfants qui lui étaient chers dans sa vie antérieure, alors il décide d'aider. Le drone de Kuruya montre le chemin, et il utilise sa magie pour se déplacer rapidement dans la ville. En atteignant le bâtiment, il utilise son œil maléfique pour voir la force vitale des enfants piégés. Il utilise un bras squelettique pour les projeter dans le bâtiment où il voit 4 âmes avec les enfants qui luttent. Ce sont les âmes des parents des enfants orphelins. Il demande leur aide, créant des corps squelettiques pour qu'ils les possèdent. Les squelettes sauvent les enfants, les plaçant sur une énorme main squelettique qui les dépose au sol. Polka réussit à s'échapper, mais l'événement est posté sur les réseaux sociaux et tout le monde apprend l'existence des squelettes de Polka. Kuruya réfléchit à quel genre de personne est Polka, car il n'a pas valorisé la vie de Misaki, mais il a sauvé les enfants du bâtiment, le faisant penser que Polka est différent d'eux. Il dit à Clarissa qu'elle ne devrait pas s'en prendre à Polka, le voyant comme un monstre, et Clarissa est d'accord, lui disant que Masaki est sur le point de se réveiller. De retour au présent, Polka réalise que les enfants souffrent encore dans ce monde, alors il se demande comment il peut trouver la paix. Clarissa lui demande ce que la paix signifie pour lui disant qu'elle peut atteindre la paix en ayant beaucoup d'argent. Elle demande à Polka quel est son objectif, et il explique qu'il ne sait rien de cet endroit, mais qu'il aimerait utiliser sa nécromancie pour gagner de l'argent. Désirant du pouvoir et un endroit où appartenir, il dit que cela l'aiderait à atteindre la paix.
Clarissa veut qu'il rejoigne son équipe. Elle est sûre qu'il n'est pas la même personne qu'il voulait tuer, et elle propose de les aider à s'adapter au monde. Les vidéos des squelettes de Polka continuent de circuler en ligne, ce qui impressionne Masaki. Polka utilise ses squelettes pour déménager des meubles dans leur nouvelle maison et ils passent du temps ensemble. Masaki révèle qu'elle est ravie de traîner avec l'homme qui l'a tuée, car elle n'a jamais été tuée auparavant. On apprend que Clarissa possède le bâtiment où il se trouve, appelé le bâtiment de la torture, qui est en fait rempli de fantômes. Polka commence à douter d'être dans un autre monde, car les animaux ressemblent à ceux qu'il connaissait. Mais il est heureux, car la religion Geldwut n'existe pas ici, expliquant qu'il était chassé par cette religion, car il était une abomination connue sous le nom de dieu des cadavres. Polka pense qu'il pourra enfin trouver la paix s'il retrouve la personne qui voulait le faire tuer. Clarissa connaît cette personne, mais garde le secret, lui permettant d'utiliser le bâtiment en échange. Polka décide d'enquêter seule, sachant que Clarissa n'acceptera plus de contrat sur sa vie. Mais Kuruya révèle que Clarissa n'est pas la seule intermédiaire pour les assassins, bien qu'il reconnaisse que peu de gens pourraient tuer Polka. Il mentionne une personne appelée Lemmings, mais rejette rapidement l'idée. Kuruya se demande si c'était une bonne idée de ramener Masaki à la vie, et Polka révèle que le propriétaire du corps lui a dit de lui pardonner, révélant que son âme est maintenant dans le drone. Polka a le pouvoir de faire habiter des âmes dans des vaisseaux, et il admet que les vies humaines sont comme des jouets pour lui, ce qui fait penser à Kiryu qu'il est en difficulté. Polka pense à gagner de l'argent, leur demandant quels sont les emplois dans ce monde. Masaki suggère de faire des assassinats, disant qu'il devrait être bon à ça puisqu'il a pu la tuer. À ce moment-là, ils reçoivent un visiteur qui veut rencontrer Masaki et demande son aide car il est ciblé par des tueurs d'un autre gang. Masaki lui dit qu'elle est en plein autre chose, mais Polka l'interrompt en acceptant la demande, ce qui fait que Masaki l'accepte aussi. Ils reçoivent des informations selon lesquelles les tueurs se trouvent dans un entrepôt abandonné, révélant qu'ils travaillaient autrefois pour Jinba. Masaki se précipite vers l'entrepôt, mais elle se fait immédiatement prendre en embuscade. Masaki se bat contre eux en les traitant de boiteux, mais elle est soudainement abattue par derrière par l'homme qui a demandé son aide. L'homme révèle qu'ils sont là pour venger Jinba, ordonnant à ses hommes de la tuer en se retournant. Il voit Polka qui attire l'attention de tous, pendant que Masaki s'accroche à la jambe d'un voyou. Polka les informe que Masaki est un zombie, donc elle ne peut pas être tuée aussi facilement. Masaki se relève et envoie un voyou voler, tandis que Kuruya appelle Polka pour lui demander s'il savait que c'était un piège. Polka dit qu'il ne le savait pas, mais qu'il a accepté la demande car il y avait des âmes d'enfants qui hantaient l'homme. Il invoque ses bras squelettiques géants, écrasant tous les hommes en un rocher et permettant aux esprits des enfants de reposer en paix. Après cela, Masaki est heureuse de voir que les trous de balles dans son corps ont déjà guéri, et Kuruya se demande pourquoi Polka a écouté les âmes des enfants, malgré le fait qu'il considère les vies humaines comme des jouets. Mais Polka révèle qu'il prend toujours soin des vies humaines, car elles peuvent faire sourire les enfants. Cela fait réaliser à Kuruya qu'ils sont différents de Polka, se voyant comme des déchets à cause de la façon dont ils traitent leurs cibles. Les autres membres du gang de Genba veulent se venger, ouvrant leur arsenal, mais Lemmings les attaque, anéantissant tout le monde dans leur gang. Polka lit un livre sur les vampires, affirmant qu'ils existent dans son monde, et il dit à Masaki qu'il pourrait la transformer en vampire s'il a assez de mana, ce qui l'excite. Pendant ce temps, Clarissa reçoit un appel du client qui a commandé l'assassinat de Polka, mais elle décide de résilier leur contrat. Nous voyons un homme nommé Kozaburo qui s'excuse car il ne peut pas payer sa bière qui coûte 60 000 yens, tandis qu'un homme ivre nommé Tsubaki cherche Clarissa en mentionnant que les bars arnaquent les clients. De retour dans leur chambre, Polka explique que le corps de Masaki peut se réparer et résister à la décomposition, tout en étant légèrement plus fort qu'avant. Il lui conseille de manger de la viande crue si elle se blesse gravement, et révèle que sa salive peut maintenant provoquer une paralysie. Elle essaie sur lui le mordant, ce qui le fait tomber au sol. Masaki demande à Kuruya s'il veut aussi essayer, mais il refuse, l'appelant monstre. Le mot monstre rappelle à Polka le héros qu'il a vaincu, se demandant s'il existe des gens comme lui dans ce monde. La police enquête sur la zone où Polka a écrasé les voyous. Lemmings fait son apparition, brisant le rocher qui contenait les voyous avant de disparaître. La police entend le bruit et se précipite sur les lieux, trouvant les corps des voyous. Pendant ce temps, nous voyons Kusaburo qui finit de frapper les hommes qui l'escroquaient.
Il reçoit un appel et Tsubaki au bar reçoit également un appel et s'en va immédiatement après. Polka réalise que le monde n'est pas si différent de celui d'où il vient, alors il commence à penser que les deux mondes pourraient être connectés. Kuruya mentionne les voyous qu'il a tués, mais Polka révèle qu'ils sont en fait toujours en vie, mais qu'ils ont peut-être perdu la raison en étant piégés dans le rocher. Kozaburo et Tsubaki se dirigent vers la scène et voient les corps des voyous qui ressemblent à des nœuds humains. Ils commencent leur enquête, révélant qu'ils sont des détectives d'une force de police spéciale. Au poste de police, on apprend que Tsubaki et Kozaburo ont beaucoup d'expérience avec les cas paranormaux. Tsubaki révèle qu'il y a 3 suspects en fuite: le faucheur, le bug cracheur de feu et Lemmings. Tsubaki dit avoir trouvé une empreinte de Lemmings sur les lieux. Ils enquêtent aussi sur les squelettes qui ont sauvé des orphelins, pensant que c'est lié au bug cracheur de feu qui a probablement déclenché l'incendie. Ils envisagent la possibilité que les 2 incidents soient connectés. Mais malgré la nature étrange des événements, Tsubaki leur dit de ne pas paniquer, rappelant que les criminels qu'ils ont arrêtés étaient des humains ordinaires. Pendant ce temps, Polka met l'âme de l'ancien propriétaire de son corps dans un animal en peluche pour que Kuruya puisse utiliser son drone à nouveau. Il s'excuse auprès de l'ancien Polka d'avoir pris son identité, promettant de se rattraper. Masaki voit l'animal en peluche, le trouve mignon et l'embrasse, ce qui le fait rougir. Kuruya se demande ce que cela essaye de dire, et Polka dit qu'il pourrait créer des cordes vocales humaines pour l'aider à parler, mais il n'a pas assez de mana. Il révèle qu'en tant que nécromancien, il peut obtenir plus de mana en exerçant des fantômes, expliquant que les âmes dans leurs bâtiments sont une grande source de mana. Mais Kuruya dit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres bâtiments similaires. Cependant, Polka dit que ce n'est pas grave, car les pierres précieuses de ce monde sont une source de mana encore plus grande. Ils vont dans une bijouterie où Polka est surpris de voir que les pierres précieuses sont incroyablement chères, disant que celles de son monde sont super bon marché en comparaison. Il prévoit d'économiser pour acheter toutes les pierres du magasin, mais le bijoutier lui dit que cela lui coûterait presque 4 millions yens. Après avoir quitté le magasin, Masaki lui demande pourquoi il n'a pas simplement drainé le mana des pierres, et Polka révèle que cela ferait s'effondrer les pierres, ce qui serait injuste pour le bijoutier. Il rencontre soudain Kozaburo, qui se précipite vers eux, essayant de saisir le drone. Pendant ce temps, Tsubaki rencontre enfin Clarissa au bar, lui parlant des nœuds humains et de l'incendie, voulant savoir si son groupe est impliqué. Kozaburo s'excuse de les avoir surpris, sachant que Kuruya contrôle le drone, et il essaie de parler à Kuruya, mais Polka l'interrompt, lui disant que Kuruya est son ami. Mais Kozaburo traite Kuruya de vermine, disant à Polka qu'il devrait couper les ponts avec lui. Polka se souvient de ses amis tués dans sa vie précédente, alors il utilise ses pouvoirs pour saisir le drone de Kozaburo, qui devient curieux d'en savoir plus sur lui. Kuruya les avertit que Kozaburo est extrêmement dangereux, ayant été témoin de sa destruction d'un gang à lui seul. Il prévient Polka de ne pas utiliser ses pouvoirs, affirmant qu'il ne pourra pas mener une vie paisible s'il le fait. Kozaburo commence à questionner Polka, ce qui inquiète Kuruya car il sait que si Polka révèle son lien avec Clarissa, cela déclencherait une enquête. Alors Kuruya appelle Kuruya, lui disant que Polka et Masaki ne sont que des amis de jeu. Il entoure Kuruya de drones, l'avertissant que la vidéo de lui harcelant des enfants innocents va devenir virale sur Internet. Mais Kozaburo reste impassible, traitant Kuruya de prétentieux en révélant que Kuruya a trahi ses anciens amis pour sauver sa peau. Masaki apparaît soudain derrière Kozaburo, le faisant tomber et affirmant qu'elle se défendait contre un pervers. Elle s'enfuit avec Polka pendant que Kozaburo essaie de les poursuivre, mais il ne peut pas les trouver car ils utilisent le bras squelettique de Polka pour s'échapper. Kuruya dit à Polka que Kozaburo disait la vérité, admettant qu'il révélera leur secret juste pour sauver sa vie, mais Polka lui dit que sa vie vaut plus que ses secrets. Au poste de police, Kozaburo demande à un agent d'examiner les empreintes de Masaki sur son corps. Elle les reconnaît immédiatement, les associant à une empreinte trouvée sur les lieux du cas des nœuds humains, ce qui excite Kozaburo, qui trouve l'affaire intrigante. Un agent vétéran révèle qu'il a déjà vu Lemmings dans le passé, affirmant qu'il a neutralisé un groupe d'hommes alors qu'il tirait des balles sur lui. L'agent doute qu'il puisse l'affronter, mais il sait que la division spéciale est tout ce qu'ils ont. Pendant ce temps, Lemmings est resté invisible à l'intérieur du poste de police tout ce temps, et il examine la photo de l'empreinte de Masaki. Tsubaki est maintenant ivre au bar, parlant des cas paranormaux qu'il a gérés et mentionnant même les squelettes dans l'incendie.
Clarissa sait qu'il fait cela pour provoquer leur groupe, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas le laisser fouiller trop profondément. Les filles du bar envisagent d'avertir Polka, mais il arrive justement à ce moment-là. Tsubaki les remarque et reçoit un message avec la description de la personne impliquée dans le cas des nœuds humains qui semble correspondre à Masaki, alors il demande au couple de passer du temps avec lui. Pendant ce temps, Kuriya voit Kusaburo se diriger vers le bar où le groupe semble passer un bon moment ensemble. Kuriya les avertit de partir, mais il est trop tard, et Kusaburo est déjà arrivé avec ses hommes. Il rejoint le groupe alors que Tsubaki révèle qu'ils veulent juste leur poser quelques questions, mais la pièce s'assombrit soudainement et le couple se cache immédiatement des détectives. Clarissa insiste sur le fait que ce n'était pas un de ses tours pendant que Polka utilise sa vision nocturne pour voir dans le noir. Mais il devient effrayé en voyant Lemmings au plafond. Alors que Clarissa allume une bougie, Lemmings fait son entrée, semblant prêt à se battre. Clarissa sait qu'il n'est pas là pour tuer quelqu'un, mais Kusaburo pense à le frapper puisqu'il est un fugitif. Polka utilise son œil maléfique et voit des fantômes autour de Lemmings, réalisant qu'il les a tous tués. Lemmings attaque les agents, les projetant comme des poupées de chiffon, et Kusaburo essaie de riposter, mais ses attaques ne fonctionnent pas. Lemmings ne le prend même pas au sérieux. Il se précipite vers Masaki et l'emporte, tandis que Polka pense à utiliser ses pouvoirs pour la récupérer, mais il craint que les agents ne voient sa magie. Kusaburo continue de poursuivre Lemmings, mais il n'est pas de taille. Polka réalise que Lemmings est un humain qui a dépassé ses limites, comme Suguru, et sait qu'il ne peut pas l'arrêter, mais il utilise sa magie pour l'attaquer quand même. Tsubaki voit les sigils, se demandant ce que c'est, mais Clarissa couvre la bougie pour assombrir la pièce. Polka saisit Masaki avec ses bras squelettiques, disant qu'il devrait s'échapper, tandis que Tsubaki utilise la lampe de son téléphone pour voir le bras squelettique. Lemmings charge Polka, qui essaye de l'abattre avec sa magie, mais il échoue à toucher Lemmings, qui peut aussi voir dans le noir. Lemmings parvient à briser le bras squelettique tenant Masaki, et elle panique alors qu'il s'approche d'elle. Cependant, il lui chuchote quelque chose, et ils commencent à discuter tranquillement. Masaki essaye de le paralyser avec sa morsure, mais elle ne peut pas percer ses bandages. Elle lui plante soudainement une fourchette dans la jambe, le rendant étourdi, tandis que Polka utilise les âmes hantant Lemmings pour lancer un sort, invoquant un squelette géant pour l'attaquer et forçant Lemmings à fuir. Après cela, Lemmings fait rapport à son patron, Takeru, lui disant que Jinba était déjà mort et que Polka est toujours en vie. Kuruya est surpris d'apprendre qu'ils ont survécu après avoir rencontré Lemmings, qui a son nom à cause de sa capacité à aller partout comme un rat. Polka remercie Masaki de l'avoir aidé, et elle dit que c'est normal car il fait aussi la même chose pour elle. Il se souvient des mots de son maître sur le fait qu'il doit aider les gens s'il veut vivre longtemps en tant que nécromancien. Il devrait donc simplement faire ce qu'il veut sans penser à la durée de quelque chose. Polka dit à ses amis qu'il veut en savoir plus sur eux, disant qu'il veut profiter de la paix avec eux. Polka décide de créer une entreprise où il utilisera sa magie pour gagner de l'argent, démontrant qu'il peut faire posséder une âme par un stylo pour écrire ses idées sur papier. Il leur montre l'enseigne de son entreprise et Kuruya n'aime pas l'idée, mais l'âme a autre chose en tête. Polka commence à agir comme un voyant, impressionnant les gens avec ses capacités alors qu'il laisse l'âme le guider, ce qui leur permet de faire fortune. Il est révélé que l'âme sait en fait comment faire de la divination, leur disant même comment le faire. Kuruya fait ses recherches, transmettant les informations à Polka, qui utilise son œil maléfique pour recueillir encore plus d'informations des esprits avec le client. Il partage les bénéfices, donnant même une part au vrai Polka, mais ce dernier ne veut rien, car il n'a pas travaillé pour cela. Kuruya révèle que Polka vient d'une famille riche, alors qu'un groupe d'hommes entre dans leur chambre. Les jumeaux nommés Kazuki et Shizuki les saluent, appelant Polka leur oncle. Polka pense à les duper, alors il couvre sa tête, leur disant qu'il est le dieu des cadavres. Mais ils ne le croient pas, le voyant comme un bizarre. Kazuki pense que Polka a fui sa maison à cause des gens autour de lui. Elle s'assoit avec eux, voulant essayer leur divination, mais ils lui disent de partir et de visiter leur boutique quand elle ouvrira. Kazuki refuse de partir, les appelant paysans, et elle commence à se disputer avec Kuruya, mais ses gardes du corps l'arrêtent, car ils savent que Kuruya enregistre la conversation. Kuruya continue de la provoquer, mais Polka lui dit d'arrêter, car il remarque que Kazuki est sur le point de pleurer. Il étreint les jumeaux, leur disant qu'ils ont tous les deux un avenir, et promet de les protéger. Polka parle à l'esprit déformé derrière les jumeaux,
lui disant de ne pas s'inquiéter alors qu'il continue de supplier quelqu'un d'aider les enfants. En partant, Polka note que l'esprit n'est pas maléfique, mais qu'il est à moitié fou. Kuruya lui dit qu'il a un faible pour les enfants, et Polka révèle qu'il lui rappelle les enfants de sa vie passée. Kuruya leur donne des informations sur le groupe Shinoyama, où Polka est le deuxième fils du patriarche nommé Rosen, et il pourrait revendiquer une part de l'héritage de Rosen s'il venait à décéder. Kuruya suppose que c'est pourquoi quelqu'un a ordonné un contrat sur lui, pensant qu'un parent doit vouloir sa mort, donc rentrer chez lui pourrait être dangereux pour lui. Polka leur parle de ses gardes du corps dans sa vie passée et essaie de déguiser un squelette en garde. Mais ça ne ressemble pas à un humain, alors il se tourne vers Masaki, pensant qu'elle serait un bon choix. Sur le chemin du retour, les jumeaux rencontrent Takeru, qui leur demande des nouvelles de Polka, et apprend qu'il rentre chez lui, donc il se réjouit de le revoir. Il avertit les jumeaux de faire attention, disant qu'il serait dommage qu'il y ait un autre accident, comme celui qui est arrivé à leur sœur, révélant quel est l'esprit qui les suit. Polka et Masaki visitent la maison Shinoyama, et Polka est émerveillé par sa taille. Ils sont accueillis par les jumeaux, ainsi que Takeru, qui demande des nouvelles de sa compagne, et à sa surprise, Masaki se présente poliment. Il se dirige vers la salle à manger, et Masaki invente une histoire sur la façon dont Polka lui a sauvé la vie alors qu'elle s'apprêtait à sauter d'un bâtiment. Et il s'avère qu'elle vient en fait d'une famille aisée qui a autrefois aidé Takeru lorsqu'il était plus jeune. Nous en apprenons plus sur la famille Shinoyama. Polka est le fils de la seconde femme de Rosen, tandis que Kuruya l'avertit au sujet de Takeru, qui est en fait son neveu. Kuruya mentionne qu'il a 26 ans, mais aussi qu'il est le président du Shinoyama Security Group, connu pour sa réputation douteuse. Takeru épouse Kiri, l'embrasse soudainement, trouvant son histoire touchante, et lui propose son aide en cas de problème, l'accueillant comme une amie. Polka est impressionné par la performance de Masaki, alors il veut aussi bien faire, mais Suzuki l'interroge soudainement sur le requin sur son épaule, après avoir vu qu'il pouvait bouger. Polka se demande où est le reste de sa famille, et Kazuki lui dit qu'ils sont tous au travail, donc ils sont seuls à la maison. Mais Rosen entre soudainement, leur rappelant qu'il est aussi là, et Kiri dit qu'il ne devrait pas se déplacer avec sa santé. Polka s'excuse de s'être enfui de chez lui, mais il est juste heureux d'être de retour. Il dit avoir entendu l'histoire de Masaki et veut en savoir plus. Alors il lui demande de le suivre. Il se dirige vers une pièce privée et Polka lui raconte ce qu'il a fait depuis son départ. Polka pense qu'il réussit à tromper son père, mais Rosen lui demande soudain qui il est. Polka est confus et Rosen dit que bien qu'il ressemble à son fils, il est sûr qu'il s'agit d'une autre personne. Polka trouve cela ridicule, mais Rosen sort soudainement une épée, disant qu'un père peut reconnaître son propre fils. Il demande si le vrai Polka est toujours en vie, mais Polka sent soudain que les jumeaux sont en danger, se rappelant qu'il a promis de les protéger, et Rosen le laisse partir. Alors que Polka s'enfuit, une mystérieuse fille dans la pièce dit à Rosen qu'il aurait dû tuer l'imposteur pendant qu'il en avait l'occasion, mais il dit qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. Une explosion retentit au loin, et on voit un flashback des jumeaux, Suzuki disant à sa sœur qu'elle a perdu son sac dans la forêt. Leur sœur Suzuka sort et trouve le sac, mais elle tombe sur ses cousins, complotant le meurtre des jumeaux. Suzuka se précipite pour les avertir, mais finit brûlée vive, devenant l'esprit qui les suit, suppliant quelqu'un de les sauver. De retour au présent, les jumeaux entendent l'explosion, et on leur dit qu'il y a un incendie, un homme leur ordonnant d'évacuer. Alors que les jumeaux suivent l'homme, Suzuka leur demande de ne pas partir. Pendant ce temps, Tsubaki et Kozaburo rendent visite à un homme nommé Tenya, un fauteur de troubles aussi connu sous le nom de fantôme solitaire, pour voir s'il a des informations sur l'incident d'incendie. Tenya est surpris de voir les squelettes, et Tsubaki mentionne qu'ils ont relié l'affaire au bug cracheur de feu, évoquant la signature qu'il laisse derrière lui. Tsubaki théorise que le bug cracheur de feu doit infiltrer ses cibles sous couverture, prenant son temps pour préparer et frapper quand personne ne regarde, comme un insecte rongeant une maison. Les enfants sont conduits vers un tunnel d'évasion, mais Kazuki réalise que quelque chose ne va pas. L'homme révèle ses véritables intentions, tandis que Suzuka essaye de l'arrêter, mais ne peut rien faire. Alors que l'homme s'approche des jumeaux, Masaki apparaît soudainement, le frappant et disant à Suzuka qu'elle est là pour sauver les enfants, même si elle ne peut pas la voir. L'homme se relève, retirant son déguisement, mentionnant qu'il avait hâte de se régaler des enfants. Masaki dit aux jumeaux de courir, et ils s'éloignent rapidement.
L'homme se présente comme Zaku, le tueur des tueurs, et il semble être au courant de l'identité de Masaki. Il met soudain le feu à toute la pièce, mais Masaki charge droit sur lui, le faisant se demander si elle est même humaine. Masaki trouve étrange qu'ils ne s'en prennent pas aux enfants, mais l'homme révèle qu'il n'y a nulle part où ils peuvent fuir. Les jumeaux se demandent s'ils sont punis pour ce qui est arrivé à Suzuka, et ils jurent de s'excuser auprès d'elle s'ils la revoient. Le plafond s'effondre au-dessus d'eux, mais Polka arrive juste à temps, utilisant ses bras squelettiques pour attraper les débris. Il leur assure qu'ils ont un avenir radieux et que Suzuka ne leur en veut pas. Ils réussissent à sortir, et Takara pense à nettoyer le désordre. On voit le cousin derrière l'attaque, pensant que le bug cracheur de feu a dû éliminer les jumeaux. Mais il se retrouve soudainement coincé alors qu'une moto s'approche et l'homme est neutralisé. De retour au manoir, Zaku est surpris que les jumeaux aient réussi à survivre. Il décide de battre en retraite, mais Polka l'attrape. Il est déguisé en servante, mais Polka peut voir son âme et note qu'il est hanté par les serviteurs dont il a volé les visages. Masaki apparaît soudainement, le frappant contre un mur, heureuse d'être un zombie qui l'a aidé à survivre à l'incendie. Zaku leur dit de ne pas se vanter en utilisant ses gants et en allumant un autre feu. Il prétend qu'en tant qu'insecte, il persistera quoi qu'il arrive. Polka se demande s'il a assez de mana pour percer, mais il sent soudain une autre présence et Lemmings apparaît, neutralisant l'homme. Mais il leur fait signe de se taire et disparaît à nouveau, les laissant confus. Zaku finit par être arrêté par la police et pense à comment s'échapper. Mais la signature du bug cracheur de feu apparaît soudainement sur le toit et on apprend qu'il est un faux. Il s'enflamme soudainement, provoquant une explosion, et on voit une mystérieuse fille qui observe de loin. Rosen demande à Polka d'expliquer, mais Polka sent qu'ils sont écoutés et dit qu'ils devraient avoir de l'intimité. Rosen ordonne à ses serviteurs de partir et Polka lui révèle la vérité, montrant son œil magique pour crédibiliser son histoire. Rosen pointe son épée sur Masaki, car c'est elle qui a tué son fils, mais le vrai Polka intervient pour demander à son père d'arrêter. Rosen réalise que son fils est dans le jouet requin, et il commence à rire, voyant combien son fils aime le jouet. Alors il range son épée. Rosen propose de transférer l'âme du dieu des cadavres dans un corps artificiel, mais le vrai Polka veut être celui qui aura le corps robot, disant qu'il veut les avantages qui l'accompagnent. Rosen pense que, puisque Polka est toujours une cible, il est en réalité plus sûr d'avoir le dieu des cadavres dans son corps, et comme ils ont aidé à sauver ses petits-enfants, il les laisse tranquilles. Plus tard, Masaki s'accroche au vrai Polka, lui présentant ses excuses, et il semble les accepter. À ce moment-là, les jumeaux accourent pour remercier Polka et Masaki de les avoir sauvés. Masaki est touché d'entendre cela, mais Polka leur dit de ne pas le remercier et qu'ils devraient plutôt remercier leur esprit gardien. En s'éloignant, Masaki se demande s'il va faire un contrat avec Suzuka qui est maintenant en paix, mais Polka lui dit que ce n'est pas encore le moment. Pendant ce temps, au centre de détention, Kozaburo et Tsubaki apprennent que le vrai bug cracheur de feu a tué son imitateur. Mais Tenya pense que ce n'est rien, car il est plus intéressé par l'affaire du squelette. Il veut que les détectives lui montrent une vidéo du squelette, mais Tsubaki lui dit qu'il doit échanger des informations pour cela. Mais Tenya dit qu'il devra juste le voir par lui-même alors que les lumières s'éteignent. Kozaburo allume une lampe de poche, mais ils sont surpris de voir que Tenya a disparu. Les détectives tiennent une réunion d'urgence pour informer tout le monde de l'évasion du fantôme solitaire. On apprend que Tenya est responsable de plusieurs crimes, mais il est devenu notoire après avoir enlevé le Premier ministre, lui jetant un tissu noir dessus et le faisant disparaître sans laisser de traces. Lorsque le Premier ministre a été libéré, il n'avait aucun souvenir de l'enlèvement, disant qu'il s'est juste retrouvé dans un café manga. Tenya a fini par se rendre, disant qu'il était dérangé par l'indifférence du public car il voulait l'attention des vrais magiciens. Tenya voulait qu'un d'eux le contacte pour avoir la preuve que la vraie magie existe, mais il n'a rien entendu d'eux. La police est perplexe face à sa déclaration, pensant qu'il a perdu la raison, et il le tabasse avant de l'emmener en garde à vue. À ce jour, Tsubaki ne sait toujours pas si Tenya disait la vérité, notant que sa technique surhumaine n'était même pas la pire chose chez lui. Pendant ce temps, Polka achète une radio pour recueillir des informations. Ils l'allument et ils sont surpris d'entendre des nouvelles sur la mort de Zaku et aussi sur l'évasion de Tenya. La police est également surprise d'entendre des nouvelles sur l'évasion du fantôme solitaire car Tsubaki avait imposé des restrictions médiatiques. Kuruya reconnaît le fantôme solitaire, disant qu'il est une légende urbaine comme Lemmings,
Mais contrairement à Lemmings, il a eu une exposition dans les médias. La police est surprise d'apprendre qu'ils ne peuvent pas changer de chaîne, et le reporter enlève ses lunettes, révélant qu'il est Tenya, annonçant son retour au public, disant à tous que sa performance reprendra la semaine suivante. Il termine la diffusion, et Tsubaki pense qu'il a acheté du temps d'antenne à un prisonnier connu sous le nom de l'épicier qui fait des affaires même derrière les barreaux. Tengia s'approche d'un homme qu'il reconnaît comme le bug cracheur de feu. L'homme ne lui parle pas, et Tengia reçoit soudain un appel. Il réalise que c'est de l'homme, mais il est confus de savoir pourquoi il ne parle pas en personne. L'homme se demande comment il a été découvert et essaye soudain d'attaquer Tenya. L'homme brûle la zone autour d'eux, et Tenya est impressionné par son habileté. Tenya utilise ses cartes pour se défendre, éparpillant des cartes autour de lui alors qu'il s'enfuit joyeusement en disant qu'il aime le gaspillage. Tenya s'accroche à des ballons pour échapper aux flammes, mais les ballons commencent à éclater. Alors il tombe au sol et semble être consumé par le feu. Mais Tenga est toujours en vie et commence à s'enfuir en utilisant un bouclier de cartes pour bloquer les flammes et disparaître. Il réapparaît sur le dessus du parapluie de l'homme, révélant comment il est tombé dans son illusion, et il peut dire qu'il y a aussi un truc derrière le feu de l'homme, déçu de ne pas pouvoir utiliser de la vraie magie. Tenya lui dit que quelque chose d'étranger est entré dans leur monde et suggère que l'homme le verra comme un bug qu'il voudra éliminer. Pendant ce temps, la nièce de Polka, Sail, leur rend visite avec son assistante Xiaoyu et elle leur dit qu'elle va rester avec eux. Polka se demande ce qu'elle fait là, et elle révèle que ses requins ont brûlé, ce qui les rend confus alors que Masaki commence à lui parler de requins. Alors Xiaoyu explique comment sa chambre a été perdue dans l'incendie avec tous ses jouets requins. Il leur montre un message de Rosen qui demande à Polka de les laisser rester chez eux, disant qu'il serait pratique d'avoir 2 de ces gens dans le bâtiment. Polka sent que plus de gens surveillent leur bâtiment, pensant que Rosen a décidé d'envoyer sa sécurité, mais il envisage la possibilité que Seo soit derrière la tentative sur la vie de Polka. Le lendemain, Polka trouve Seo dans le sac de couchage de son requin, disant qu'elle n'a pas d'énergie pour la journée. Masaki pense à nettoyer une chambre vide pour leur colocataire ninja et à acheter un matelas pour eux, mais ils affirment qu'ils n'en ont pas besoin puisque Seo est heureuse avec son sac de couchage et Xiaoyu dit qu'il peut dormir debout. Xiaoyu dit qu'il s'occupera de Seo en préparant un repas, révélant que la résidence Shinoyama est envahie par la police. On voit Tsubaki et Kozaburo interroger Takeru au sujet de l'incendie. Tsubaki suggère que cela pourrait être l'œuvre du bug cracheur de feu, et Takeru révèle que ce bug a toujours été un problème pour leur groupe, se demandant quand la police va l'attraper. Il rappelle à Tsubaki l'évasion de Tenya et leur dit qu'il devrait chercher Tenya au lieu de discuter avec lui. Les détectives s'éloignent alors que Kozaburo déclare que Takeru semble être le genre de gars qui utilise la violence pour résoudre ses problèmes. Tsubaki dit qu'il pourrait devoir s'en prendre au Shinoyama en montrant une photo de Polka avec sa famille. Ils savent que Polka est le fils cadet de Rosen et pensent que Polka ou Takeru pourraient être au centre des affaires qu'ils ont eues ce mois-ci. Seo et Xiaoyu se déplacent vers une autre pièce et ils y restent pour la soirée. Pendant que Seo dort, Xiaoyu se lève en écoutant Polka et Kiryu discuter de ce qu'ils doivent faire d'eux. Il ne comprend pas pourquoi Rosen fait confiance à Polka, mais il est déterminé à l'exposer, pensant qu'il cache quelque chose. On apprend que Rosen lui a ordonné d'aller au bâtiment, et il révèle que Polka est un faux, mais il n'est pas leur ennemi. Il a donc donné à Xiaoyu la mission de protéger Sai-ho et le faux Polka, mais Xiaoyu est réticent. Xiaoyu envisage de tuer les 2 Polka, pensant qu'il ferait un meilleur fils pour Rosen. Dans un flashback, on voit Xiaoyu allongé sur un lit d'hôpital, les membres coupés. Son père pense à le transformer en Tingyu, un enfant vivant dont le corps est utilisé pour cultiver du poison. Xiaoyu commence à perdre la raison après avoir entendu cela, mais Rosen arrive, disant à son père de ne pas être si barbare. Son père explique que les membres de leur clan ne sont que des outils, alors Rosen propose d'acheter Xiaoyu avec la dernière technologie de son groupe. Rosen pense à lui donner des prothèses et sourit en l'acceptant. De retour au présent, Xiaoyu continue d'écouter, tandis que Clarissa révèle que les Shinoyama ont aussi des connexions dans le milieu criminel. Elle pense qu'ils ont été engagés pour tuer Polka parce que les assassins de la famille ne peuvent pas s'impliquer dans la situation. Clarissa sait que la famille de Xiaoyu, les Lei, servent d'assassins aux Shinoyama et sont connus pour utiliser des méthodes spéciales pour accomplir leurs tâches.
Xiaoyu entend Polka parler d'un dragon de son monde qui prend la forme d'une belle femme pour séduire la royauté, mais elle est tombée amoureuse d'un général et ils se sont enfuis lorsque l'Empire est tombé. Ils commencent à parler de plus de dragons et Xiaoyu devient confus, pensant qu'il parle juste d'œuvres de fiction. Lors d'une réunion, Tsubaki parle à la police de Polka, disant qu'il est avec la fille qui a laissé des empreintes dans l'affaire du nœud humain. Kozaburo mentionne ses connexions avec Clarissa et Kiruya, et Tsubaki parle à tout le monde de l'entreprise de voyance de Polka. Plus tard, alors que Polka se prépare pour sa séance de voyance, les détectives arrivent soudainement et Tsubaki lui demande de lire son avenir. Tsubaki prétend qu'il utilisera la voyance pour prévenir de futurs meurtres, mais Polka dit qu'il ne peut pas voir l'avenir et qu'il ne trace que des chemins. Alors que Polka commence la lecture, il parle à Tsubaki de son passé et Tsubaki soupçonne que quelqu'un lui transmet des informations, pensant qu'il a une oreillette sous sa capuche. Mais on apprend que son œil magique regarde juste le moniteur de Kuriya alors qu'il cherche des informations. Il mentionne la blessure du passé de Tsubaki, qui le pèse, et Tsubaki demande comment il peut la guérir. Il est surpris lorsque l'esprit dans le stylo commence à bouger et écrit quelque chose sur le papier. Tsubaki est déclenché en le voyant, et il s'agrippe à Polka, lui demandant ce qu'il sait. Dans un flashback, on voit Tsubaki parler à une personne mystérieuse qui lui demande de mémoriser un symbole sur un morceau de papier. Il dit à Tsubaki de ne pas l'oublier en le brûlant, lui disant de ne montrer le symbole à personne d'autre, car c'est le panneau indicateur qu'ils doivent suivre et un aller simple vers la mort. De retour au présent, il demande à Polka pourquoi il a dessiné le symbole, mais Polka lui dit qu'il lui montre juste le chemin. Il laisse Polka partir et lui donne plus que prévu en lui disant au revoir en commençant à s'éloigner. Xiaoyu se demande ce qui était écrit sur le morceau de papier, alors il pense à enquêter sur les secrets du faux Polka. Il demande la permission de partir, disant qu'il ira acheter le dîner, et Seo le laisse partir. Pendant ce temps, Tsubaki mange avec Kozaburo, et Kozaburo lui demande pourquoi il s'est agité pendant la lecture, voulant savoir ce qui était écrit sur le papier, mais Tsubaki dit qu'il lui dira plus tard. Xiaoyu les voit en sortant du restaurant et pense à les suivre un peu plus longtemps. On voit un bâtiment en feu, alors qu'un homme ouvre un coffre-fort, en sortant un rouleau. Mais en se retournant, il voit le bug cracheur de feu s'approcher de lui en chantant une berceuse. L'homme est éliminé, et le bug cracheur de feu s'en va alors que tout brûle, et sa signature apparaît sur le mur. Mais Tenya apparaît soudainement, prenant le rouleau du corps de l'homme. C'est le même symbole que lors de la lecture, et Tenya a une idée pour le thème de son retour sur scène. De retour dans leur bâtiment, Kuruya se demande pourquoi Tsubaki s'est fâché, et Polka révèle que c'est à cause de l'esprit dans le stylo qui dit qu'il n'a aucune idée de ce qui était écrit sur le papier. Tsubaki va voir Clarissa pour lui parler de leur ami commun, mais elle ne sait pas de quoi il parle. Tsubaki dit que c'était un inspecteur nommé Osuragi qui s'avère être l'esprit dans le stylo. Clarissa se souvient de lui, et Tsubaki suggère qu'Osuragi a peut-être recruté Polka, pensant qu'elle pourrait être impliquée d'une manière ou d'une autre. Mais Clarissa dit qu'elle n'en sait rien, et qu'elle laisse juste Polka rester dans son bâtiment pour établir des liens avec sa famille. Tsubaki pense qu'Osuragi est toujours en vie, donc il veut nettoyer la police pour qu'Osuragi revienne. Xiaoyu entend la conversation et pense à enquêter sur le personnel du bar. Kuruya est surpris d'apprendre qu'Osuragi était un inspecteur qui enquêtait sur la corruption policière et Polka lui demande ce qu'il a écrit sur le papier, mais Osuragi exige un paiement de 1 million yens qu'ils n'ont pas. Osuragi révèle que l'affaire implique un de ses regrets, donc Polka n'a d'autre choix que de l'aider car c'est une partie de leur pacte. Au centre de détention, Tanya va chez l'épicier pour acheter des informations sur le symbole. On apprend que l'épicier vient d'une famille de marchands avec un siècle d'histoire et il est le 5e propriétaire de l'entreprise familiale. Il a une cellule de prison étrange car il a gagné du pouvoir en traitant avec l'État et tout est sur la table quand il s'agit de faire des affaires avec lui. L'épicier lui donne un échantillon gratuit en disant que les symboles ont des significations. Il révèle qu'une ligne diagonale est une épée et que l'ancienne ordre des chevaliers en Europe utilisait un insigne similaire, mais il refuse d'en dire plus, disant que Tengia doit payer pour en apprendre davantage. Le jour de la performance de Tengia arrive, et tout le monde remarque des dirigeables à l'extérieur. Ils affichent tous le symbole, ce qui surprend Polka car cela représente l'emblème de l'empire déchu de son monde. Tsubaki dit à Kozaburo que c'est le même symbole que Polka lui a montré,
Donc Kozuburo pense que le fantôme solitaire est lié à l'affaire d'Osuragi, et Tsubaki envisage la possibilité qu'il soit ciblé par Tenya. À ce moment-là, un agent informe Tsubaki que le QG de la police le demande. Tenya écoute les nouvelles depuis le sommet d'un dirigeable, mais le reporter déclare que les dirigeables doivent être l'œuvre d'artistes étrangers, ce qui le déçoit. Pendant qu'il était au centre de détention, on a appris que l'épicier lui avait facturé 3 millions yens pour les informations, expliquant que Tenya pourrait gagner 6 millions yens au cours de sa vie s'il voulait vraiment gagner de l'argent. Et les informations façonneront son destin, mais pourraient le détruire si mal géré, donc il pense que 3 millions est un prix raisonnable. Cependant, Tengia décide de trouver la réponse lui-même, payant l'épicier pour son aide afin de faire voler plusieurs dirigeables. Il lit un manga au sommet d'un dirigeable, mais il est soudainement touché par un tireur d'élite qui est surprise de l'avoir réellement touché. Cependant, son observateur dit qu'elle a raté car il s'avère que le corps n'était qu'un mannequin. Il passe à l'antenne pour rapporter l'incident à tout le monde et accuse la police d'avoir tenté de le tuer. Il dit à tout le monde que quelqu'un voulait le tuer à cause du symbole, donc il pense qu'il y a une conspiration ou une société secrète impliquée. Tanya propose de donner une récompense de 300 millions yens à quiconque lui parlera du symbole, disant qu'il donnera ses coordonnées dès qu'il termine la diffusion. Polka note que la situation est maintenant un désordre alors qu'il se demande ce qu'il devrait faire ensuite, mais Seo leur demande ce qui se passe car elle a entendu quelque chose sur des empires et la réincarnation. Polka lui explique son histoire en disant qu'il va bientôt rendre le corps au Polka original. Kuruya pense que Seo ne croirait pas cette histoire, mais elle dit qu'elle le croit car elle a remarqué qu'il n'est pas du tout comme le Polka qu'elle connaît. Elle va aux toilettes avec le vrai Polka et ils parlent de savoir s'ils peuvent lui faire confiance avec l'information. Polka révèle qu'il peut altérer les souvenirs de quelqu'un en faisant retirer une partie de son âme par un esprit, mais cela pourrait affecter le cerveau de la cible. Il dit que ce n'était pas difficile à faire dans son ancien monde, mais il ne sait pas si les humains de ce monde sont différents, donc il a peur de finir par détruire l'esprit de Seo. Alors qu'il parle, il remarque soudain que Masaki n'est plus avec eux. Masaki rejoint Seo pendant qu'elle prend une douche, lui disant qu'elle a tué le vrai Polka, mais Seo sait que Polka lui a déjà pardonné, car elle sait qu'il a une nature douce. Et elles finissent par devenir amies, alors que Masaki leur dit que Seo ne peut pas être celle qui a ordonné l'assassinat de Polka. Kuruya réalise que Seo a emmené le vrai Polka avec elle aux toilettes, et il lui dit la vérité sur le jouet requin qui l'a rendu triste. Kuruya pense que c'est parce qu'elle s'est douchée devant lui, mais Seiyu dit que c'est parce qu'il a pu devenir un requin, voulant échanger de corps avec lui. Ils discutent de leur prochain mouvement alors que Polka pense à rencontrer le fantôme solitaire, car Polka voit le symbole comme un souvenir précieux, donc il ne veut pas que quelqu'un le profane. Il se demande si le fantôme solitaire vient du monde de Polka, mais Polka en doute, disant qu'il a passé des années à créer la magie de réincarnation qu'il a utilisée. Donc il ne pense pas que quelqu'un de son monde puisse faire de même. Kuruya fait des recherches sur ce symbole, tandis qu'Osuragi parle à Polka de ses soupçons, pensant que la police est impliquée. Au QG de la police, Tsubaki se dirige vers le bureau du surintendant général nommé Jiro. Tsubaki entre dans son bureau, et Jiro lui demande s'il peut fonctionner comme un rouage dans leur machine. Tsubaki dit qu'il est bon pour s'intégrer, mais il mentionne un caillou dans les rouages. Jiro pense qu'il parle d'Osuragi, lui demandant si Osuragi n'était qu'un caillou pour lui, mais Tsubaki révèle qu'il parlait du rat qui a éloigné Osuragi. Jiro informe Tsubaki que l'enquête sur le fantôme solitaire a été réorganisée, mais il lui demande de jouer un rôle clé. Pendant ce temps, Tenga reçoit des infos sur un hack de la police depuis Shinjuku, et il apprend que cela vient d'un bureau de voyante, alors il pense à lui rendre visite. Kuruya informe Polka qu'il ne trouve rien sur le symbole, mais il sait que c'était lié à une affaire sérieuse avec Osuragi. Osuragi confirme cela, expliquant qu'il a été tué par des assassins dans le bâtiment, et Kuruya suppose que le coupable devait être un flic. Polka s'inquiète pour les Shinoyamas, craignant que leur implication dans l'affaire mette la famille en danger. Pendant ce temps, Tsubaki discute de l'affaire Fantôme Solitaire avec la police métropolitaine, leur parlant de sa tendance à se rapprocher si quelque chose attire son attention, il suggère donc de suivre le symbole pour le croiser. Alors qu'ils continuent de discuter de l'affaire, Kozaburo entend des officiers faire des commentaires, remettant en question l'éligibilité de Tsubaki à les instruire. Polka commence une séance de voyance, disant à son client qu'il va avoir des problèmes, lui suggérant de changer de voie.
On apprend que le client est en réalité Tenya, notant que les lectures de Polka étaient précises pour la personne qui l'imite, donc il pense qu'on lui donne juste des infos. Il conclut que Polka n'est rien de spécial, laissant échapper un soupir, alors Polka lui demande s'il a des questions. Tonja lui demande à propos du symbole, et Polka lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche, alors que le stylo commence à écrire sur un papier, dessinant le bon symbole. Tenya se tait, et on apprend que Polka connaissait son identité réelle, mais il ne pouvait pas tolérer le symbole incorrect, donc il a ressenti le besoin de le corriger. Tenya s'apprête à partir, mais Polka lui demande à propos d'une fille à couette dans un fauteuil roulant, ce qui choque Tenya. La fille se révèle être l'esprit derrière lui, et bien que Polka ne comprenne pas ce qu'elle dit, il sait qu'elle est troublée par le chemin qu'il emprunte. Polka s'apprête à l'aider à passer, mais Tenya dit qu'elle doit être son esprit gardien en quittant la pièce, et il réalise qu'il y a quelque chose de spécial chez Polka. Alors qu'il s'apprête à quitter le bâtiment, Tenya est surpris de voir une fille portant le manteau des insectes cracheurs de feu, et on apprend que la fille a aussi demandé à Polka à propos du symbole. Au QG de la police, Tsubaki parle à Kozaburo de l'erreur dans le symbole, mais il ne veut pas le partager avec les autres, pensant que l'ennemi pourrait être n'importe où. Deux officiers s'approchent d'eux, se moquant de la carrière de Tsubaki, mais Tsubaki leur rappelle qu'il a maintenant l'autorité de leur donner des ordres. Un des officiers l'attrape, révélant que les officiers le détestent toujours à cause de son temps avec Ozaragi, mais Tsubaki déclare que seuls les flics corrompus sont en colère contre lui. L'officier le pousse en arrière, lui disant de connaître sa place, mais Tsubaki se moque de leur comportement. À ce moment-là, deux officiers de la division de Tsubaki, Yatsu et Tozawa, arrivent et cassent tranquillement le bras de l'officier. Mais Tozawa prétend que l'officier s'est cassé le bras tout seul, le tirant en arrière, qualifiant cela de problème résolu. Le commissaire senior Ibachi leur demande ce qui se passe, et Tozawa explique qu'ils viennent de faire les premiers secours à un collègue blessé. Tsubaki lui explique la situation en privé, mais il demande à Tsubaki de ne pas faire de vagues, car il ne peut pas toujours le couvrir. Ce soir-là, Tenya s'apprête à entrer dans le bâtiment de torture par le toit quand il est soudainement attaqué. Il bloque l'attaque avec ses cartes et appelle Polka, pensant qu'il est derrière l'attaque, mais Xiaoyu apparaît, ce qui confond Tenya. On voit Polka dormir dans sa chambre quand le vrai Polka remarque des écritures sur le mur qui semblent venir de l'insecte cracheur de feu. Dans un flashback, on voit l'Empire en danger, donc le dieu des cadavres pense à les aider. Son maître lui dit de se préparer à une vie sans l'Empire, disant qu'ils ont un temps illimité, mais elle lui dit de chérir le temps des mortels en ouvrant la porte. Cependant, le dieu des cadavres n'a pas réussi à suivre son conseil puisqu'il n'a pas pu sauver les gens qui lui étaient chers et il a même fini par devenir l'ennemi du monde. De retour au présent, le vrai Polka le réveille, lui permettant de voir l'écriture sur le mur qui dit que le monde est un programme buggé, et il lui demande s'il est un termite ou un oiseau mangeant le bug. Polka reçoit un appel d'un numéro inconnu, qui semble venir de l'insecte cracheur de feu. L'homme lui demande s'il est le fils illégitime de Sabramonde, et Polka se demande comment il connaît même ce nom. Pendant ce temps, Xiaoyu attaque Tengia avec ses couteaux, forçant Tengia à sauter. Xiaoyu transforme ses doigts en longs couteaux, et Tengia panique en esquivant. On voit un homme observer le combat, et il informe Takeru de la situation, donc il décide d'agir, disant qu'ils peuvent tirer profit du conflit. Polka essaie d'en savoir plus sur ce qu'il sait de Sabramonde, se demandant s'il vient aussi de l'autre monde. Mais on voit la fille dans le manteau de l'insecte cracheur de feu, qui semble parler à l'homme, et Polka a du mal à les comprendre. Il pense que l'appelant pourrait être à proximité, alors il utilise ses yeux pour les chercher, et il remarque Tengia et Xiaoyu en train de se battre sur le toit. On voit Tengia paniquer intérieurement, et il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il essaye de garder son calme. Xiaoyu se demande quelle est sa relation avec Polka, et décide de le tester en mentionnant Osuragi. Tanya fait semblant de connaître Osuragi, et Xiaoyu se demande s'il est impliqué dans la mort d'Osuragi. Tanya essaye de s'expliquer, mais Xiaoyu le voit comme un ennemi, donc il charge vers lui. Cependant, Lemmings atterrit soudainement entre eux, et ils savent tous les deux qu'il est dangereux. On voit Takeru, alors que ses associés se demandent si Lemmings va attaquer Xiaoyu. Mais Takeru les rassure, en disant qu'il lui a ordonné de ne pas faire de mal à Xiaoyu, et il est confiant que Lemmings suivra ses ordres. Lemmings se tourne vers Tenya et Xiaoyu en profite pour attaquer avec ses couteaux, mais Lemmings reste impassible et continue vers Tenya.
Xiao Yu pense qu'il est ignoré, alors il attaque à nouveau avec ses doigts. Il ne parvient pas à percer Lemmings, alors il l'électrocute. Mais Lemmings se libère et continue vers Tengia, qui commence à paniquer et demande à régler les choses pacifiquement. Pendant ce temps, on voit la fille approchée par Yatsu et Tozawa. Il la trouve suspecte d'être dans la rue au milieu de la nuit. Elle termine rapidement son appel et Polka se demande ce qui se passe. Pensant à son désir de protéger sa mémoire, il se prépare à agir. Il sent quelqu'un de troublé en dessous de lui, et comme l'appel s'est terminé en même temps, il déduit que l'appelant est proche. Ne voulant pas abandonner cette piste, il active son pouvoir. Tout le monde ressent une étrange sensation alors qu'il couvre le bâtiment et crée un champ connu sous le nom de son temple. On voit la fille expliquer aux deux agents qu'elle était juste dehors à la recherche de son chien qui s'est échappé et son père la rejoint bientôt. Polka les observe et sait qu'ils mentent car il ne sent aucun chien dans les environs et il reconnaît les âmes de Tenya et de la fille comme les deux personnes qui lui ont posé des questions sur le symbole. Il décide donc d'étendre son champ pour les suivre. Polka se dirige vers le toit pour aider Xiao Yu, mais le vrai Polka craint d'être vu, alors il se prépare à utiliser ses mains invisibles. Lemmings est attaqué par les mains invisibles, mais il s'en fiche et continue vers Tenya. Tenya est également affectée et se demande ce qui se passe. Polka note que son contrôle s'est amélioré dans son champ, alors il décide de passer à la vitesse supérieure. Tanya décide de battre en retraite, en lançant une bombe fumigène et en utilisant un ballon pour s'échapper, mais il est soudainement choqué, et Takeru reçoit également un rapport choquant. On voit une nuée de mains qui essaie de capturer Lemmings, mais Polka réalise qu'il n'a toujours pas le pouvoir de le retenir, alors il décide de s'en prendre à Tenya à la place. Tenya est ravi de les voir, se demandant quel est leur secret, mais il réussit à s'échapper avec un autre ballon. On voit des images des mains de Polka se répandre sur Internet, et cela est lié à l'événement du squelette. Des gens reconnaissent son pouvoir et cherchent à le contrôler pour eux-mêmes, et on apprend que ceux derrière la mort de Hosoragi ont commencé à agir. Et il semble que ce ne soit que le début de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain, on voit la division de Tsubaki enquêter sur les lieux, et il voit des gens s'intéresser au bâtiment de torture. Tsubaki sait qu'il appartient à Clarissa, qui est en train d'interviewer deux tueurs à gages. Elle les reconnaît comme Rin et Hiro, mais il se demande comment elle a découvert leur identité, car c'est censé être un secret. Elle explique qu'il a été facile de découvrir leur identité en leur disant qu'elle est indulgente, mais les avertit de ne pas enfreindre ses règles. Rin insulte Clarissa, mais un homme s'accroche à elle, lui disant de faire attention à ce qu'elle dit. Mais Clarissa décide de les accepter dans son groupe, pensant qu'elle aura besoin d'aide, car les pouvoirs de Polka ont été exposés au public. Kuruya dit à Polka que les gens parlent de l'incident des mains invisibles, disant qu'il ne pourra pas vivre une vie paisible si cela continue. Mais Kuruya sait que le public pourrait le voir comme un tour de Tenya. Kuruya se demande s'ils ont appris quoi que ce soit de la fille qu'ils ont capturée, mais on apprend qu'elle ne dit rien car elle est trop occupée à jouer avec son chien. Polka explique qu'elle a un chien chez elle, mais pour une raison quelconque, elle pensait qu'il s'était échappé. Il ajoute que son père était aussi chez elle et que l'homme avec qui elle travaillait faisait juste semblant d'être son père. Kuruya demande à Polka au sujet des enfants bâtards de Sabramond, sachant qu'il s'est fâché quand le bug cracheur de feu en a parlé. Il révèle qu'Arius Sabramond était le sorcier le plus puissant de l'Empire déchu, et dans un flashback, on voit le dieu des cadavres avec son maître qui explique facilement qu'il n'a pas le talent pour la magie. Elle révèle que l'œil maléfique n'est même pas un talent, car c'est juste une caractéristique de son âme. Mais elle lui assure qu'elle l'entraînera bien, disant qu'il deviendra un puissant sorcier après qu'elle ait fini avec lui, mais qu'il ne sera jamais le plus fort. Elle révèle qu'elle est classée comme la deuxième plus forte de l'Empire et que Sabramond peut profiter de son statut de plus fort grâce à ses liens politiques. À ce moment-là, Sabramond les rejoint, disant à Isley de ne pas mépriser le dieu des cadavres, car il considère tout le monde comme son égal. De retour au présent, Polka se souvient que Sabraman était un homme bien, aimé de tous dans l'Empire. Kuruya se demande comment le bug cracheur de feu a appris son existence, et Polka ne sait pas, mais il pense qu'il s'oppose à un groupe appelé les Enfants Bâtards de Sabramand. Il révèle qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu après la chute de l'Empire, pensant qu'il est peut-être encore en vie grâce à son pouvoir d'allonger sa vie.
Nous voyons un groupe d'hommes se rassembler pour leur mission, leur chef déterminé à prouver qu'ils peuvent rivaliser avec le clan Akagura, mais un homme apparaît et les massacre tous. L'homme, nommé Moya Akagura, les ridiculise en disant qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec son clan. Il rapporte avoir terminé sa tâche et reçoit des ordres pour rencontrer un intermédiaire qui a un travail pour lui en ville. Xiaoyu demande à Rosen à propos de l'incident des mains invisibles, pensant que le faux Polka en est responsable, mais Rosen lui dit qu'il ne l'a pas attaqué, donc il ne devrait pas s'inquiéter, lui rappelant sa mission de protéger Seo et Polka. Rosen admet qu'il connaît le secret du faux Polka, mais il pense que Xiaoyu ne le croira pas, donc il décide de ne rien dire, disant à Xiaoyu de gagner la confiance du faux Polka. Moya arrive en ville, sachant que c'est le territoire de Clarissa, donc il pense à rester discret, et voit Xiaoyu le reconnaître comme le garçon dont les membres ont été arrachés. Nous retournons à Polka, où une journaliste nommée Cho le visite, et Masaki explique qu'ils vont être dans les nouvelles. Nous apprenons que Cho travaille pour l'une des plus grandes entreprises de presse au monde, et qu'elle est la meilleure journaliste débutante, donc Kuruya pense qu'ils sont dans le pétrin, car les médias s'apprêtent à troubler leur paix. Cho dit qu'elle veut interviewer le dieu des morts, mais Kuruya pense qu'elle n'est pas digne de confiance. Elle lui dit donc qu'ils sont libres de refuser, mais elle devra faire un rapport sur les drones qui volent dans la région, et Kuruya s'inquiète d'avoir des ennuis avec Clarissa, donc il pense qu'il devrait apaiser les choses. Cho sait que Kuruya était membre d'un gang, et elle sait qu'il est un génie qui a lancé une entreprise de logiciels à 14 ans. Mais son entreprise a été prise, poussant ses parents au suicide et le contraignant à entrer dans le monde criminel pour survivre. Cho pense que sa vie ferait un bon article, mais nous apprenons qu'elle a convaincu son patron de la laisser couvrir le dieu des morts, pensant qu'il est lié aux affaires mystérieuses qui se passent en ville. Polka accepte l'interview, se demandant si elle veut une séance de voyance, mais elle lui dit qu'elle veut être objective, donc elle lui fournira un client. Elle promet de ne pas causer de problème pendant ces séances, donc il se prépare à s'installer, se demandant pourquoi Polka travaille avec un courtier d'information pour faire fortune, sachant qu'il vient d'une famille riche. Elle remarque l'écriture sur le mur, sachant que c'est du bug cracheur de feu, donc elle s'enquiert à ce sujet. Kuruya prétend que ça y est depuis qu'ils ont emménagé, mais elle ne le croit pas, notant que l'écriture ne semble pas ancienne, donc elle les trouve suspects. Nous voyons Lemmings faire un rapport à Takeru, lui disant que Tenya n'était pas responsable de l'incident des mains invisibles, mais Takeru lui dit de se préparer pour son travail principal. Takeru ordonne à ses assassins Taipei et Bell de capturer Tenya, car il veut obtenir des informations sur Polka. Il sait que la police le recherche aussi, sachant qu'ils suivent ses mouvements, donc il dit à Taipei et Bell de ne pas les sous-estimer, en disant qu'il y a des démons parmi eux. Nous voyons le barman Yurai se demander pourquoi son collègue Nishida n'est pas venu travailler, mais Clarissa lui propose un bonus s'il fait des heures supplémentaires, et il accepte avec joie. Elle ordonne à ses hommes de chercher Nishida, mais nous apprenons qu'il a été tué par Moya, qui travaille avec l'intermédiaire nommé Iguro. Au poste de police, la division de Tsubaki vérifie les caméras de sécurité, pensant que Tenya reviendra sur les lieux pour voir la réaction des gens. L'excitation de Moya attire leur attention et Kozaburo révèle qu'il connaît Iguro. Kozaburo explique qu'Iguro était membre du gang que Kuriya a rejoint, disant qu'il a écrasé tout le monde dans le gang, mais Iguro a réussi à s'enfuir, pensant qu'il doit être leur chef. Nous voyons un groupe de voyous essayer d'intimider Aguro, mais ils restent calmes en leur demandant s'ils ont des connexions avec d'autres personnes. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent et envisagent de le tuer, mais il les abat tous. Il explique qu'ils vont mourir parce qu'ils manquent de connexion, disant qu'il aurait eu des ennuis si quelqu'un s'était soucié d'eux. Les voyous supplient pour leur vie, mais ils les tuent, et nous apprenons qu'Aguro est préoccupé par les connexions, car il a déjà eu des ennuis après avoir touché à l'ami de quelqu'un, ce qui lui a fait perdre son gang. Le lendemain, Cho dit à Polka de lire la fortune de Yurai. Kuruya note qu'il est l'un des barmen de Clarissa, et nous apprenons que Cho le sait, voulant voir comment Polka va réagir. Mais il garde son calme, car il ne peut pas reconnaître Yurai. Yurai s'enquiert de Nishida, mais il réalise que Polka utilise ses pouvoirs, donc il devient inquiet. Pendant ce temps, les hommes de Clarissa rapportent que Nishida était dans leur bâtiment, mais qu'il est parti en hâte. Clarissa pense qu'il a été emmené, pensant que quelqu'un essaye d'extraire des informations sur les pouvoirs de Polka. Mais elle sait que Nishida ne sait rien sur Polka, et nous apprenons que Yurai est le seul barman qui a été témoin de ses pouvoirs.
Polka lui dit que quelque chose de mal est arrivé à Nishida, qui se trouve derrière lui, disant à Polka que quelqu'un l'a tué. Nous voyons Tsubaki et Kozaburo devant le bâtiment, quand un homme ordonne à Tsubaki de reculer. Tsubaki se présente comme inspecteur, disant qu'il est le chef enquêteur dans l'affaire Fantôme Solitaire, mais l'homme lui dit qu'ils viennent du QG de la police et qu'ils ont reçu des ordres pour chercher un criminel, disant qu'ils ont reçu un tuyau qu'il se cache dans le bâtiment. Moya et Aguro observent les événements se dérouler et Aguro est surpris de voir Kozaburo le reconnaître comme l'homme qui a écrasé son gang. La police interrompt la séance de voyance en les informant qu'ils vont fouiller tout le bâtiment pour Nishida, disant qu'il est un criminel recherché. Nishida est surpris d'entendre cela, disant à Polka qu'il est innocent, et Osuragi conseille à Polka de chercher dans le sous-sol, car il se souvient comment il a été tué dans ce bâtiment, pensant que le corps de Nishida y a été jeté. Polka confirme et pense qu'ils auront des ennuis si la police trouve le corps. Il se rappelle qu'on lui a dit de ne pas surestimer ses pouvoirs, sinon il perdra beaucoup. Mais Polka pense qu'il est plus fort qu'avant, et pendant que la police vérifie le sous-sol, il réalise que le corps n'est pas là, car les squelettes l'ont déjà emporté. La police conclut qu'il a échappé au bâtiment, alors il décide de vérifier les caméras dans le secteur. Polka révèle qu'il a trouvé un passage secret dans le sous-sol, qui est relié à un autre bâtiment. Il se rappelle que les passages secrets sont courants dans l'Empire déchu, et il pense que quelqu'un essaye de piéger les gens dans le bâtiment, pensant que la cible est soit lui, soit Clarissa. Nous voyons Tsubaki et Kozaburo se cacher à proximité en parlant des flics qui sont entrés dans le bâtiment. Tsubaki veut savoir d'où vient l'info car il trouve cela étrange, révélant qu'il a reçu une info similaire après la disparition d'Osuragi. Mais en vérifiant le sous-sol, il n'a trouvé que du sang correspondant à l'ADN d'Osuragi. Xiaoyu croise Taipei qui lui demande ce qu'il fait dehors, car il est censé garder Sayo. Taipei lui dit qu'il ne vaut rien pour leur clan, alors il devrait au moins mourir en accomplissant son devoir, mais Xiaoyu dit qu'il en a fini avec leur clan, donc Taipei n'est pas en position de le sermonner. Taipei se moque de lui disant qu'il est un nobody, mais Masaki arrive soudainement et emmène Xiaoyu. Alors que Taipei s'apprête à partir, Masaki bloque son chemin, sachant qu'il n'est pas de leur côté, et lui dit de faire attention, car il ne sait pas ce qu'il pourrait rencontrer en ville. Il remarque que sa force vitale est faible, donc il conclut qu'il a affaire au surnaturel. Iguro voit Kuruya et note que tout le monde est rassemblé devant le bâtiment, alors Moya pense que les choses vont devenir intéressantes. Sho revient vers son patron, mais il lui dit de laisser tomber l'histoire car le bâtiment de torture a une mauvaise réputation, pensant que ce n'est pas un travail pour une débutante. Mais elle refuse de laisser tomber, et il sait qu'elle ne s'arrêtera pas d'enquêter, peu importe ce qu'il fait. Il lui permet donc de couvrir l'histoire, à condition qu'elle ne couvre que la fortune du dieu des cadavres, et elle accepte en disant qu'elle fera de Polka le centre de l'histoire. Au bâtiment de torture, Seo donne des pierres de mana à Polka, lui disant qu'il le mérite, car c'est lui qui a sauvé le vrai Polka. Kuruya se demande quoi faire du corps dans le tunnel, et Xiaoyu entend cela, se demandant de quoi il parle. Kuruya sait qu'il appartient à Nishida et explique que les flics sont apparus immédiatement après que le corps a été jeté, donc il conclut qu'il travaille avec le tueur. Il voit Tsubaki et Kozaburo dehors et devient effrayé, alors il s'enfuit. Tsubaki et Kozaburo entrent dans la pièce et Tsubaki demande à Polka pourquoi Tenya lui a rendu visite. Il pense que Tsubaki ne devrait pas connaître le symbole, donc il décide de ne rien dire, mais Osuragi lui dit qu'il a dessiné le symbole pour Tsubaki. Tsubaki pense que Tenya est venue à cause du symbole, se demandant si Polka a parlé à Osuragi. Mais Polka lui dit que la réponse se trouve sur un morceau de papier, lui disant de continuer à le poursuivre s'il croit en lui. Ce soir-là, nous voyons Kiryu chez lui quand il entend quelqu'un sonner à la porte. Il est surpris de voir Iguro derrière la porte, se demandant ce qu'il fait là, et Moya s'approche de lui, lui demandant pourquoi il agit ainsi en ouvrant la porte à Iguro. Tsubaki et Kozaburo discutent de ce qu'ils doivent faire ensuite, sachant qu'ils ne peuvent pas être imprudents car la police ne peut pas être de confiance. Tsubaki pense que c'est la raison pour laquelle Osuragi a décidé de disparaître et nous le voyons tenir un morceau de papier avec plein d'indices écrits dessus. Nous revenons à Kuruya, qui accuse Iguro d'avoir tué Nishida, mais Iguro commence à le torturer pensant que cela le poussera à répondre. Iguro se demande pourquoi le corps de Nishida n'était pas dans le sous-sol, disant que son employeur voulait que le corps soit découvert par la police. Mais Kuruya refuse de répondre à sa question et Masaki fait irruption dans la maison, s'opposant à Moya.
Nous apprenons que Clarissa a appelé Masaki sachant qu'Iguro arriverait chez Kuruya. Masaki échange des coups avec Moya, qui se demande comment une si petite fille peut le surmonter. Il charge Masaki, mais elle saute en arrière, et elle l'attaque, mais il esquive de justesse son attaque. Il voit une ouverture et porte un coup dévastateur, la tranchant en deux, alors qu'Iguro utilise un tranquillisant sur Kiryu avant de l'emporter. Pendant ce temps, Polka révèle qu'il a utilisé les pierres de mana pour déclencher l'évolution de Masaki, révélant qu'elle n'est plus un zombie car elle s'est transformée en larve de vampire. Son corps disparaît et nous la voyons debout sur un toit où elle aperçoit la camionnette d'Aguro, alors elle plonge vers elle. Mais Moya poignarde le toit, la faisant tomber. Elle les poursuit, mais elle réalise qu'il y a des gens dans les rues et elle ne veut pas être vue. Alors, elle décide de les éviter en volant autour de la ville tout en continuant à les poursuivre. Nous voyons Korea dans un entrepôt où il apprend que Moya est un Akagura, se demandant pourquoi Agura travaillait avec lui car les Akagura sont des assassins notoires dans le monde criminel. Mais Agura révèle qu'il a payé Moya pour ses services, disant à Kuruya qu'il n'est pas si différent car il travaille avec Xiaoyu, un assassin payé par les Shinoyama. Nous voyons Xiaoyu les observer, voulant en savoir plus sur le corps dans le sous-sol, mais il est surpris de voir un Akagura et se rappelle comment il a perdu ses membres, alors il pense à éviter Moya. Iguro sait que Kuruya a trahi ses anciens amis pour sauver sa peau, révélant qu'il porte son équipement car il a développé une phobie de la réalité à cause de ses expériences passées. Il regarde tout à travers une caméra, faisant semblant que la vie est un jeu. Iguro révèle qu'il voulait recruter Kiryu pour sa capacité à recueillir des informations. Mais il sait qu'il travaille avec Clarissa, alors il choisit de l'interroger sur sa présence dans le bâtiment de torture. Pendant ce temps, Clarissa est au bar. Ses subordonnés questionnent la loyauté de Kiryu. Elle pense que sa loyauté est douteuse car il pourrait les trahir sous la peur. Mais elle pense qu'il a peut-être trouvé une autre raison de rester fidèle. Kuruya refuse de répondre aux questions de Haguro, mais il se fait tirer dans la jambe et Haguro le prévient qu'il pourrait saigner à mort. Haguro pense qu'il valorise sa vie plus que tout, donc il finira par parler, mais il se souvient des moments partagés avec Polka, refusant de trahir ses amis. Iguro le menace de mort, notant que Kuruya est différent car il n'a pas peur de mourir, et on apprend qu'il fait confiance à Polka pour le ramener s'il meurt. Iguro continue de le torturer, mais il refuse toujours de céder. Iguro intensifie la torture, disant qu'il peut faire la même chose à Seo et il n'est pas inquiet d'aller à l'encontre des Shinoyama car ses supérieurs peuvent s'en occuper. Il se prépare à tuer Kuruya, mais Chaoyu le sauve, révélant qu'il a trouvé une raison d'intervenir car Iguro est une menace pour les Shinoyama. Au QG de la police, Tsubaki informe le commissaire Abaki que le bâtiment de torture a été fouillé suite à la disparition de Nishida et il se rappelle que le bâtiment était impliqué dans la disparition de Ozaragi, promettant d'enquêter. Nous voyons Jiro dans son bureau où il rencontre Tenya qui explique que tout le monde a un visage public et un visage privé, et la plupart des gens préfèrent cacher une partie d'eux-mêmes. Mais certaines personnes choisissent de ne rien cacher, et ces personnes ont une étrange tendance à se rassembler au même endroit. Il dit à Jiro que les gens avec qui il travaille sont tous des farceurs, disant qu'il ne pourra rien accomplir. Tenga suggère donc qu'il devrait changer de tactique, expliquant qu'il est qualifié pour être un joueur dans le jeu car il est le chef de la police. Mais il rappelle à Tenga que le Premier ministre est bien au-dessus de lui et que, puisque le Premier ministre répond aux citoyens, tout le monde doit être considéré comme un joueur dans le jeu. Il se demande pourquoi Tenga est là, pensant qu'il manigance quelque chose. Il essaie de faire le malin, mais on apprend qu'il n'a pas vraiment de plan et qu'il essaie juste d'effrayer Jiro, pensant qu'il est le cerveau qui a ordonné aux tireurs d'élite de le tuer. Nous retournons à l'entrepôt alors que Xiaoyu attaque Moya qui se demande ce qu'il est advenu des membres de Xiaoyu car il se rappelle que sa sœur les a arrachés. Il note que les jambes de Xiaoyu tremblent, se demandant s'il a peur, mais il disparaît soudainement, se déplaçant à une vitesse ridicule. Moya a du mal à le suivre, et il parvient à rendre Moya aveugle. Mais il prédit le mouvement de Xiaoyu et réussit à s'accrocher à lui, le lançant dans les airs. Moya se prépare à donner le coup de grâce, mais Masaki arrive soudainement, le frappant. Iguro se demande comment elle a survécu, réalisant qu'il a affaire au surnaturel, alors il pense à en informer ses supérieurs.
Moya décide de se battre sérieusement, enlevant les entraves sur sa jambe, et il lance une attaque que Xiaoyu parvient à éviter de justesse, se demandant comment Moya peut bouger si vite. Il frappe Masaki, mais rien ne lui arrive, et il trouve cela étrange car il sait qu'il a pu la toucher. Xiaoyu note qu'elle n'a pas de battement de cœur, et on apprend que Polka a modifié le lien entre le corps et l'âme de Masaki, lui donnant la capacité de se transformer en chauve-souris. Alors que le combat se prolonge, Xiaoyu note que Moya utilise son jeu de jambes pour lancer une attaque à longue portée, donnant l'illusion que ses bras s'étirent. Masaki lui dit qu'elle va copier son style de combat, et elle lance ses mains, le surprenant. Ses mains retournent à son corps, et elle dit que c'est dommage, car elle n'a pas pu le couper en deux. Nous retournons à Polka alors que Osoragi lui demande une faveur. Tsubaki reçoit un appel, et l'appelant lui dit qu'il est facile à exploiter, car il ne change pas de numéro de téléphone, et il réalise immédiatement qu'il parle à Osoragi. Dans son bureau, Sho enquête sur le bâtiment de torture, et apprend que Clarissa l'a hérité de son grand-père après la disparition de ses parents. Elle a été impliquée dans une affaire d'enlèvement lorsqu'elle était au lycée, et Osuragi était le détective qui a résolu l'affaire. Osuragi dit à Tsubaki qu'il a perdu sa capacité à parler, et Tsubaki veut le rencontrer en personne, mais il dit que ce ne sera pas possible. On apprend qu'Osuragi utilise les cordes vocales d'un pigeon mort pour communiquer, et il dit à Tsubaki que le Osuragi qu'il connaissait est déjà mort, disant qu'il n'est plus la personne qu'il était. Il dit à Tsubaki que Clarissa est sur le point de s'impliquer, disant qu'ils doivent être prêts lorsque l'ennemi agira. Tsubaki pense que Clarissa n'est pas digne de confiance, mais Osuragi dit que cela n'a pas d'importance, lui disant qu'il y a un cerveau dans la police. Nous retournons à l'entrepôt alors que Xiaoyu se demande comment ils peuvent vaincre Moya, sachant qu'il ne tombera pas dans le piège de Masaki à nouveau, mais elle a un plan et dit à Xiaoyu de lui faire confiance. Moya charge vers Masaki en notant que ses vêtements se déchirent, donc il sait que sa lame l'atteint. Il se bat plus agressivement, mais Masaki parvient à parer son attaque et essaye de l'achever. Mais il s'accroche à elle pensant qu'il l'a enfin attrapée. Mais on apprend que c'est parti de son plan alors que Xiaoyu poignarde Moya, le surprenant. Xiaoyu l'électrocute, le faisant s'effondrer, mais il se demande ce qui vient de se passer car il faisait trop sombre pour tout voir. On apprend qu'Iguro a échappé pendant qu'il s'occupait de Moya et qu'il se moque de sa mort, mais il dit qu'il ne laissera pas le sacrifice de Moya être vain, alors il pense à en informer son patron. Au QG de la police, Osuragi conseille à Tsubaki de se méfier des gens autour de lui car il ne sait pas qui travaille avec le maître. Osuragi lui raccroche au nez, mais il réalise qu'un autre numéro l'appelle, pensant qu'Osuragi a oublié de lui dire quelque chose. Mais il comprend que c'est Tenya qui révèle qu'il sait pour sa conversation avec Osuragi sur l'identité du maître. Mais Tsubaki ne le croit pas, alors il veut confirmer si c'est vrai. Iguro appelle le maître pour lui parler de l'incident, et il explique que les Shinoyama pourraient le cibler. Alors il pense à rester discret. Mais le maître lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est en sécurité sous la protection de Sabraman. Tsubaki écoute en entendant le maître parler à Haguro, et en entendant le nom de Haguro, il ouvre la porte, surpris car il le considérait comme de la famille. On apprend qu'Ibachi est le maître, et Cho l'apprend. Alors elle appelle Yatsu pour l'informer, disant qu'Ibachi a gravi les échelons après la mort d'Osuragi. Mais pendant le rappel, un policier passe près de Yatsu, qui réalise que le policier chante une berceuse, et on voit le bug cracheur de feu se rassembler à l'extérieur de l'entrepôt. La sœur de Moya, Majiri, essaie de l'appeler, mais il ne répond pas, alors elle pense à lui rendre visite. Nous revenons au bureau de Jiro où Tenya entend un téléphone sonner et découvre un compartiment secret. Il trouve Jiro suspect, pensant qu'il pourrait être le maître, mais il dit à Tenya de répondre au téléphone. Et on apprend qu'il travaille avec l'épicier, qui révèle qu'il a acquis un enregistrement des communications policières pour Jiro. L'épicier révèle que Tsubaki parle avec Osuragi, disant qu'il transmettra un enregistrement de l'appel, et il ajoute qu'Ibachi reçoit de nombreux appels suspects d'un intermédiaire. Tenya se demande pourquoi Jiro a engagé un criminel pour rassembler des informations, mais il pense qu'il n'y a rien de mal à cela, disant qu'ils ont pu découvrir qu'Abaki est le maître. Tenya veut exposer Abaki, alors il accepte d'aider Jiro, lui demandant s'il connaît le numéro de Tsubaki, ce qui explique comment Tenya a pu l'appeler. Tsubaki confronte le commissaire, sachant qu'il parlait à Naguro, et Tsubaki s'informe sur Sabramonde. Mais à ce moment-là, on voit des gens entrer dans la pièce, car l'un d'eux a entendu le nom de Sabramonde.
Il se dirige vers Abaki, sachant qu'il est un enfant illégitime de Sabramonde, et l'écriture du bug cracheur de feu apparaît au plafond. Dans l'entrepôt, Xiaoyu entend la berceuse du bug cracheur de feu alors que son écriture apparaît sur le mur, mais Majiri arrive en disant au bug de ne pas brûler l'entrepôt car Moya est à l'intérieur. Elle leur ordonne de partir et il la laisse passer alors que sa compagne Kana se demande si elle les connaît. Elle révèle qu'ils sont ses amis, disant à Kana qu'ils ne peuvent pas être écrasés, peu importe combien elle essaye. On voit Kozaburo et Tsubaki lutter pour arrêter les gens, mais ils continuent de poursuivre Abaki. Kozaburo se demande pourquoi ils ciblent seulement Ibachi et il remarque qu'ils tiennent des pointeurs laser. On apprend que Tenya connaît le secret derrière le tour des bugs cracheurs de feu, disant qu'ils n'utilisent pas de magie, mais juste de la technologie pour atteindre leur but. Ils mettent le feu dans la pièce et Tsubaki parvient à les repousser. Il réalise que le bug cracheur de feu utilise un tour, en se rappelant que le médecin légiste lui a parlé d'une machine qui brûle les tumeurs par l'utilisation de rayons gamma en les concentrant sur un seul point. Kozaburo éteint le feu alors que Tsubaki ferme la porte, réalisant que le laser du bug cracheur de feu est responsable de l'incendie. Mais il se demande comment ils ont pu écrire des notes à distance, pensant que c'est impossible. Mais il se rappelle qu'il a rencontré des gens extraordinaires qui ont redéfini ce qui est possible, donc il ne sera pas surpris s'il croise un vrai monstre. Dans l'entrepôt, Xiaoyu se demande pourquoi il ne peut plus entendre la berceuse quand Majiri apparaît soudainement le reconnaissant comme le garçon assassin. Il essaye de l'attaquer, mais elle lui tranche la main en lui disant qu'elle rendra ses membres s'il accepte d'être son frère. Dans un flashback, on apprend que Xiaoyu avait un petit objectif pour sa première mission, mais il a rencontré les Akagura. On lui a ordonné de tuer tout le monde dans le bâtiment, alors il se jette sur Majiri, mais elle lui demande s'il veut devenir un Akagura, lui disant que son clan est terrible. Il finit par perdre ses membres, et elle lui dit de l'appeler s'il a besoin d'aide, promettant de lui rendre ses membres s'il décide de rejoindre sa famille. De retour au présent, Majiri se demande si Xiaoyu a besoin d'aide, disant qu'elle est prête à massacrer son clan pour lui. Il admet qu'il déteste son clan, mais il lui dit que les techniques qu'il a héritées sont utiles et qu'il a juré de protéger les Shinoyama. Masaki l'attaque, mais elle mord l'arme et riposte, mais Masaki se transforme en chauve-souris. Majiri la trouve intéressante, lui demandant si elle veut devenir un Akagura, mais elle refuse car elle veut garder son nom de famille. Majiri réalise que les blessures de Moya sont fatales, alors elle ordonne à ses compagnons de le sauver. Sa compagne Dahlia distrait Masaki pendant que Kana tire Moya en sécurité. Majiri dit qu'il devrait considérer cela comme un match nul et décide de les laisser tranquilles. Kuruya se demande s'ils ont fait le bon choix en la laissant partir, mais Xiaoyu sait qu'il n'a aucune chance contre elle, et Masaki admet qu'elle ne peut pas battre Majiri car elle est plus forte que Polka. Au QG de la police, Ibachi désespère, sachant que le bug cracheur de feu connaît son identité. Il ingère une poudre qui le rend fou, disant qu'il ne peut pas mourir maintenant, car le grand arrive. La porte s'ouvre brusquement, et on voit le bug entrer, tandis que Kozaburo et Tsubaki se demandent comment survivre. On voit Polka observer la météo, pensant qu'il y a des élémentaux de foudre dans ce monde. Il révèle que la foudre est difficile à contrôler, et seuls quelques génies y parviennent. Mais on voit un homme contrôler la foudre, et il sait pour l'incident des mains invisibles, reconnaissant le travail de quelqu'un de l'autre monde. Il se réjouit de les rencontrer, révélant qu'il vient aussi de cet autre monde. Dans un flashback, on voit le commissaire réprimander Tsubaki pour avoir consulté des informations classées sur Osoragi. On apprend qu'Ibachi a une fille, mais elle semble être décédée, et il dit qu'il fait son travail par amour pour elle. De retour au présent, Tsubaki se demande si le commissaire aimait vraiment sa fille, et il révèle qu'il ne l'aimait pas, disant qu'il l'a échangée pour obtenir son poste. Yatsu arrive, réalisant que quelque chose ne va pas, car il a vu un officier agir étrangement. On voit les autres membres de l'unité de Tsubaki neutraliser le bug cracheur de feu à la station. Ibachi révèle qu'il a pu appeler quelqu'un et la pièce s'assombrit alors qu'il tente de les attaquer, mais Tozawa parvient à le maîtriser. Cependant, un policier arrive et il réalise qu'il s'apprête à tirer sur Tozawa. Yatsu le pousse hors de danger, mais Abaki parvient à s'échapper en sautant par la fenêtre. Le policier se suicide et la pièce s'illumine alors que le bug cracheur de feu arrive, disant que Tsubaki n'est pas leur cible. Les gens reprennent soudainement conscience, se demandant ce qui vient de se passer, alors Tsubaki se demande si le bug utilise l'hypnose. Pendant ce temps, Abaki rencontre l'homme civil que l'on apprend être celui qu'il a appelé.
Il remercie Civil de l'avoir sauvé, mais Civil lui rappelle qu'il a donné sa fille à leur organisation pour qu'elle soit expérimentée. Il pense que sa fille est déjà morte, mais Civil lui dit qu'elle est toujours en vie et elle apparaît derrière lui en le frappant. Il n'arrive pas à croire que sa fille Sora soit encore en vie, et Civil explique qu'elle est la première survivante de l'expérience, disant qu'elle le surpasse maintenant et qu'elle veut le tuer. Elle le méprise parce qu'il l'a transformé en sujet d'expérimentation, et elle le frappe en lui disant qu'elle a souffert pendant une décennie, donc elle a décidé de le tuer. Mais il prétend qu'il a encore des choses à offrir, disant qu'il est sur le point de trouver le sorcier de l'autre côté, alors il implore une chance. Mais à ce moment-là, il se fait tirer dessus, et on voit que Rin et Hiro sont derrière cela. Hiro pense que le travail est trop facile, révélant que Clarissa voulait tester leurs compétences avec cette mission. Il s'apprête à s'en aller, disant qu'il devrait se cacher, mais Rin lui dit qu'elle se dirige droit vers eux. Elle grimpe le mur tandis que Rin essaye de lui tirer dessus, mais elle parvient à saisir le fusil en le brisant en deux. Elle leur dit qu'ils lui ont enlevé sa chance de se venger, donc ils doivent se rattraper. Mais alors qu'elle s'apprête à attaquer Rin, les hommes de Clarissa arrivent en la jetant et en disant à Rin et Hiro que Clarissa surveille ses nouveaux, mais Sora réalise que Civil l'a déjà abandonnée. Pendant ce temps, Clarissa rend visite à Polka, lui disant qu'elle a besoin de ses pouvoirs pour parler à quelqu'un. Elle voit Seo, pensant qu'elle ne sait pas pour les pouvoirs de Polka, mais il révèle qu'elle connaît déjà son identité. Clarissa l'avertit d'être prudent, car quelqu'un veut sa mort, lui conseillant de garder son identité secrète. Elle lui dit de l'accompagner, mais il ne veut pas laisser Seo, pensant qu'elle n'est pas en sécurité là-bas, alors Clarissa ordonne à ses hommes de veiller sur elle. Nous retournons au QG de la police, où Jiro dit à Tsubaki que la situation est un désastre. Tsubaki se demande si Jiro soupçonnait le commissaire, et il révèle qu'il avait de nombreux suspects, disant qu'Osoragi avait presque découvert la vérité avant de disparaître. Clarissa emmène Polka sur un toit, où il utilise ses pouvoirs pour invoquer l'âme d'Ibachi. Ibachi se souvient que Clarissa a dit qu'elle était celle qui avait fait disparaître le corps d'Ozaragi, et elle explique qu'elle a fait cela parce qu'Ibachi prévoyait de la piéger. Il l'appelle monstre, car elle n'a pas hésité à se débarrasser du corps de son amant, mais elle s'en fiche, lui demandant pour qui il travaille. Il refuse de répondre, alors Polka utilise un sort pour changer son état mental, et il révèle qu'il travaille avec les bâtards de Sabramonde. Il voit Polka réaliser qu'il est le sorcier de l'autre côté, alors Abaki pense qu'il a enfin atteint son but, disant qu'il pourra donner une leçon à sa fille. Il révèle qu'il l'a offerte à l'organisation, disant qu'il se fiche de ce qui lui arrive, et Polka voit les souvenirs d'Abaki, lui permettant de témoigner de la souffrance que Sora a endurée, et il pense à son propre passé. Dans un flashback, on voit le père du dieu des cadavres demander de l'argent, disant qu'il doit nourrir leur famille. Mais alors que le dieu des cadavres s'apprête à vérifier son portefeuille, son père le poignarde, expliquant qu'il l'a fait parce que les trafiquants de drogue lui avaient promis de le payer. Il révèle qu'il se fiche de sa famille, disant qu'il les a déjà vendus pour payer ses drogues. Après un certain temps, on voit que le corps du dieu des cadavres est détruit, mais son âme reste intacte et le transforme facilement en créature morte-vivante. L'empereur apparaît, révélant que le sorcier Jusa a aidé à préserver le cerveau du dieu des cadavres, mais il sent que quelque chose ne va pas. Le dieu des cadavres réalise que tout a changé maintenant qu'il est mort-vivant. Mais l'empereur lui dit de ne pas se sous-estimer, lui conseillant de ne pas s'occuper d'un nobody comme son père, et disant que l'Empire sera toujours à ses côtés. Dans le présent, Polka torture l'âme de Abaki, planifiant de la détruire, mais l'empereur l'arrête, et se demande comment il est arrivé là car il ne l'a pas convoqué. Nous voyons Sora qui rejoint Civil, disant qu'elle a dû s'échapper des hommes de Clarissa juste pour le suivre. Mais il explique que son temps était écoulé, alors il a décidé de la laisser. Tsubaki s'excuse auprès de son unité, pensant qu'il les a entraînés dans son désordre, mais ils le soutiennent, lui disant que c'était leur devoir de poursuivre Abaki. Il croit qu'Abaki est toujours en liberté, pensant qu'il fait partie d'un groupe dangereux. Alors il prévient son unité d'être prudente. Nous revenons à Polka qui décide d'épargner l'âme de Abaki. L'empereur explique qu'il est venu là de son plein gré et qu'il va bientôt disparaître, disant que le monde a l'air magnifique, alors il veut que ses compagnons le voient. Mais Polka n'est pas prêt à les accueillir, alors l'empereur dit qu'il est prêt à attendre jusqu'à ce qu'il les accueille dans ce monde. Polka révèle que l'empereur est son ami et Clarissa pense que c'est une grande personne, mais il dit à Polka que rien n'a changé alors qu'il commence à incanter un sort.
Dans un autre flashback, l'empereur conduit le dieu des cadavres dans une pièce où nous voyons un homme torturé par Isli et Juza. L'homme supplie pour sa vie, mais l'empereur le tue, expliquant qu'il doit faire le sale boulot. De retour dans le présent, l'empereur invoque des rouages magiques pour écraser l'âme de Hibachi, tandis que Polka dit à l'empereur que son attitude l'a conduit à sa perte. Son âme disparaît, et Polka révèle qu'il veut créer un monde paisible pour que l'empereur n'ait pas à se salir les mains. Pendant ce temps, nous voyons Iguro dans un bus, pensant à se débarrasser de son téléphone car il doit se cacher. Mais il le laisse tomber, et une vieille dame le ramasse, mais elle ne le lui rend pas. Il essaye de le reprendre, mais il réalise qu'il est entouré de l'insecte cracheur de feu, et ils savent qu'il travaille avec Hibachi. Nous apprenons que le groupe de Masaki est revenu au bâtiment de torture, et ils soignent leurs blessures pendant que Seo aide Xiaoyu avec son bras. Il se demande si Seo est surprise, mais elle sait déjà son secret de nature, disant qu'elle peut comprendre les choses même s'il ne lui dit pas. Elle le remercie de l'avoir protégée, mais il note qu'il ne se souciait pas vraiment d'elle et qu'il pensait seulement à lui-même. Polka se demande comment Clarissa a su pour Abaki, alors elle lui dit qu'elle a reçu un tuyau de la police. Nous avons appris que Tozawa lui a parlé d'Abaki et qu'il a planté un traceur sur lui pour qu'elle puisse le retrouver. Tozawa l'aide parce que son grand-père a sauvé sa femme, mais il explique qu'il fait aussi cela pour le bien commun. Il reconnaît la force de Tsubaki, mais il doute que leur unité puisse gérer l'affaire, alors il est prêt à s'écarter pour aider ses collègues. Nous revenons à Tsubaki qui ordonne à son unité de chercher le commissaire. Il dit à Kozaburo de l'aider avec les indices de Hosaragi, disant qu'il veut nettoyer la police pour que Hosaragi revienne vers eux, disant qu'il a hâte de le revoir. Polka demande à Clarissa ce qu'elle veut dire à Hosaragi, et elle explique qu'il ne voulait pas qu'elle devienne la personne qu'elle est maintenant. Mais elle prétend qu'elle n'a aucun regret, disant qu'elle lui ferait juste ses adieux. Iguro se réveille dans un bâtiment, et il réalise qu'il est entouré de l'insecte cracheur de feu. Il voit Tenya, qui sait qu'il travaille avec Hibachi, et nous apprenons que l'insecte cracheur de feu a demandé l'aide de Tenya parce qu'il a pu exposer Abaki. Alors il pense qu'il pourra trouver le leader de l'organisation de Iguro. Iguro dit qu'il ne sait rien, mais Tenya prétend qu'il peut sentir le mal, disant à Iguro qu'il a tué beaucoup de gens. Mais il dit à Tenya qu'il n'a aucune preuve, disant que sa fierté serait ruinée s'il a tort. Cependant, cela ne le dérange pas, disant que sa fierté est toujours en prison parce qu'il a été une nuisance pour tout le monde et qu'il n'a rien fait de bon pour le pays. Nous passons à Takeru alors que Taipei l'informe de la situation, disant que les amis de Polka se sont probablement battus parce que Korea et Xiaoyu sont blessés. Takeru sait que Xiaoyu est un combattant capable, alors il conclut qu'il se battait contre des adversaires puissants. Bao révèle que Sora a attaqué leur garde et a pris leur téléphone, alors Takeru pense qu'il cherche des informations. Mais Taipei révèle que l'argent sur son compte bancaire a disparu, et Takeru est surpris d'entendre cela, ordonnant à Bao de se pencher sur la question. Nous voyons que l'argent a été déposé sur le compte de Xiaoyu, et c'est sa sœur qui le lui a envoyé. Il appelle Rosen, qui sait que son bras a été endommagé, mais Rosen lui dit qu'il fait du bon travail, car il a pu protéger les gens dans le bâtiment. Rosen lui dit que Polka l'aidera avec son bras, et il voit Polka derrière lui, mais il dit à Polka qu'il ne lui fait pas confiance. Polka révèle qu'il peut sentir la couleur de l'âme de Xiaoyu, disant qu'il peut tout expliquer si Xiaoyu accepte de se battre contre lui. Il se prépare au combat alors que Rosen regarde à travers le téléphone, mais Polka révèle que Xiaoyu ne se battra pas contre lui et il invoque un tigre à deux têtes. Xiaoyu lutte contre lui alors que Rosen révèle qu'il s'inquiète pour lui parce que les Akagura ont pris ses membres, alors il pourrait risquer sa vie pour se venger. Rosen pense que Polka ne pourra pas vivre une vie paisible car Xiaoyu connaît son secret, mais il a décidé de privilégier l'avenir à son objectif. Il ordonne au tigre de s'arrêter et il commence à lécher Xiaoyu, alors Polka lui conseille de prendre un bain. Après être sorti de la salle de bain, Xiaoyu se demande ce que Polka peut faire pour son bras, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a dû combattre le tigre pour ajuster son nouveau bras. Polka dit qu'il a déjà terminé et Xiaoyu réalise que son bras a changé, mais il exige une explication. Polka lui dit que le bras appartient à un puissant dragon et qu'il devrait former une alliance. On apprend que le dragon a été tué et qu'il a conclu un contrat avec le dieu des cadavres en échange de l'achat de ses restes à la guilde car il ne voulait pas que des étrangers ruinent son corps. Il confie son corps à Polka, sachant qu'il est l'apprenti d'Isley, lui disant qu'il peut en faire ce qu'il veut. Dans le bâtiment de torture,
Seo pense au nouveau pouvoir de Masaki en se rappelant comment Polka lui a dit que le sang rendait Masaki plus fort et qu'elle pouvait transformer les gens en vampires en leur donnant beaucoup de sang. On revient à Polka alors que Xiaoyu dit qu'il n'arrive pas à croire tout ce qui se passe. Il s'informe sur le requin et Polka explique qu'il contient l'âme du vrai Polka. Xiaoyu lui dit donc que c'est agréable de le revoir, mais Polka se demande pourquoi il semble hostile. On voit Tsubaki enquêter sur de vieux dossiers en expliquant comment tout le monde pensait que le bug cracheur de feu était apparu il y a quelques années. Mais il révèle qu'ils ont commencé à utiliser l'anglais récemment. On voit une lettre brûlée avec un texte japonais et il explique qu'ils auraient pu exister bien avant qu'ils ne rejoignent la police. La boutique de voyance ouvre et on voit le groupe de civils attendre leur tour. Ils rencontrent un homme nommé Mikoto qui leur dit que le voyant est authentique. Il leur montre une vidéo de l'incident des mains invisibles, disant que le public pense que c'est l'œuvre du solitaire fantôme, mais ils ne partagent pas leur avis, sachant que le solitaire ne ferait pas un grand spectacle sans prévenir, car il aime étonner les gens. Masaki appelle Mikoto, alors il entre dans la pièce et Civil le reconnaît, réalisant qu'il est médecin légiste travaillant avec la police. Après un certain temps, Civil entre dans la pièce et Polka est surpris de le voir car il est entouré d'innombrables âmes. Il note que les fantômes ont mûri pendant des décennies et qu'ils hantent Civil car ils sont obsédés par lui. Polka utilise un sort pour cacher sa réaction alors que Civil se demande s'il est un imposteur, donc il décide de le tester. On voit Tenya alors qu'il dit à Aguro de sourire pour une photo, mais il refuse de coopérer, se demandant où est son téléphone, tout en avertissant Tenya que la police pourrait tracer le signal. Le bug cracheur de feu lui dit qu'il a déjà été détruit, lui demandant s'il connaît les enfants bâtards de Sabramonde, mais il n'a aucune idée de ce dont il parle, disant qu'il ne veut pas que Koziburu le trouve. Tenya réalise qu'il est complètement perdu et décide de travailler avec lui. Civil révèle qu'il veut connaître son destin sur plus de 100 ans, expliquant que si quelqu'un commet un crime, les personnes autour du coupable doivent également être tenues responsables. Il explique qu'il est traqué par un groupe dangereux, disant qu'il veut les rencontrer pour pouvoir tous les détruire, pensant que les tuer est justifiable, et il prévoit de s'en prendre à leurs proches après avoir terminé avec eux. Polka se rappelle des enfants innocents, avec qui il jouait dans sa vie passée, pensant que Civil n'est rien comme eux, et il se demande si Civil croit chaque mot qu'il a dit. Il défie Polka de deviner la réponse, et Polka utilise ses pouvoirs pour invoquer des fantômes, effrayant ses clients. Il note que Civil ne peut pas voir son pouvoir, alors il invoque son squelette pour toucher l'âme de Civil. Il ressent une étrange sensation et commence à se demander si Polka vient d'un autre monde parce qu'il peut sentir son pouvoir magique. Il demande à Pulka s'il lui a fait quelque chose, mais Pulka lui dit que quelque chose doit s'être éveillé en lui, disant qu'il doit sonder son âme. Mais avant que Pulka ne puisse le toucher, ses compagnons arrivent alors que la fille, Lulu, explique qu'elle a reçu des indications disant qu'ils ne sont pas en sécurité ici, donc ils doivent partir. Polka voit un élémentaire de pierre de haut rang alors qu'il se rappelle du chancelier impérial qui a le pouvoir d'entendre les esprits. Civil refuse d'écouter, mais Sora lui dit qu'il ne peut pas contester les oreilles de Lulu. On voit Cho cherchant une histoire d'interview et elle voit Taipei fixant le bâtiment de torture, pensant qu'il doit être intéressé par l'affaire du solitaire fantôme. Takara pense qu'elle pourrait obtenir des informations pour eux, donc il conseille à Taipei de la rejoindre. Ils entrent dans le bâtiment où Taipei sent quelque chose, réalisant qu'il y a quelqu'un à proximité. Il voit Sora alors qu'elle s'apprête à partir et il se jette sur elle, la repoussant en la reconnaissant comme la personne qui a attaqué les gardes. Bao rapporte que Taipei a établi un contact avec Sora, expliquant qu'il a pu confirmer son identité grâce à son odorat, car les gardes sont imprégnés d'un parfum qui est resté sur elle après qu'elle les a étranglés. Ils commencent à se battre et Masaki essaye de conduire Cho hors du bâtiment, pensant que c'est trop dangereux. Mais elle parvient à prendre une photo et Taipei devient distrait, donnant à Civil l'occasion de l'attaquer, le projetant au loin, et Polka reconnaît sa magie, révélant que cela lui rappelle Sabramonde. Dans un flashback, on apprend que Sabramonde ne peut pas parler aux esprits, donc il force la magie hors d'eux et remplit son corps avec. Isley note que c'est dangereux car il pourrait finir par mourir s'il ne peut pas contrôler la magie. Elle l'appelle un mangeur d'esprits, mais il explique qu'il emprunte simplement le pouvoir circulant dans le monde. Il révèle qu'il envie le dieu des cadavres car il est aimé de beaucoup, y compris des esprits. Sabramonde dit que l'amour peut conquérir n'importe quoi, mais il ne peut pas comprendre l'amour, donc il utilise la tristesse comme source de son pouvoir.
De retour au présent, Civil donne à Polka un collier, lui disant de l'accepter comme compensation pour les dégâts qu'il a causés. Mais Taipei lance une attaque surprise, qui finit par toucher Sora, mais son corps se régénère rapidement. Civil dit à Polka qu'ils ne causeront plus de problème, et il saute du bâtiment. Polka pense que Civil fait partie du groupe de Sabarman, son visage lui rappelle des souvenirs, mais la couleur de son âme est différente. Sarah est contrariée car elle voulait s'occuper de Taipei, mais Civil lui dit qu'il ne veut plus cacher ses pouvoirs. Il lui montre son passeport, et on apprend que son nom de famille est aussi Sabramonde, disant que cela pourrait leur causer des ennuis. On voit une vidéo de Aguro parlant de leur organisation, disant qu'ils sont des fauteurs de troubles, et on apprend qu'elle a été mise en ligne sur la chaîne de Solitaire. Une idole note que c'est la vidéo de son concert, mais un homme explique que les images ont été montées pour faire croire qu'Aguro parle aux spectateurs. Le nom de Sabarman est en tendance sur Internet, et Civil sait que c'est une mauvaise nouvelle, car son nom est enregistré à l'immigration, donc le gouvernement pourrait le retrouver. On voit Polka réalisant que le vrai Polka a disparu, pensant qu'il a été enlevé, et on voit que Lulu l'a pris, révélant que les esprits s'intéressent aux jouets, mais elle ne sait pas qu'il est possédé, donc elle n'a aucune idée de pourquoi ils le veulent. Civil trouve cela étrange, mais il pense que les esprits préparent quelque chose, disant que ce jouet pourrait les relier à Polka, qu'il croit venir d'un autre monde. Polka se demande pourquoi Lulu l'a pris, révélant qu'il suit ses mouvements, car il veut sauver le vrai Polka. Taipei lui demande de faire une lecture, et il met Takeru au téléphone. Takeru avertit Polka que le groupe de civils est dangereux, lui disant de deviner leurs identités. On voit Aguro regardant sa vidéo, mais il devient contrarié car son identité est maintenant publique, donc il doit se cacher. Il sait que le bug cracheur de feu traque le groupe de Sabraman depuis plus d'un siècle, et il se demande pourquoi ils font cela. Tanya pense qu'ils ont plus de 100 ans, mais il nie cela, lui disant qu'ils sont sur le point de disparaître du monde, et qu'ils ne sont même pas censés exister. On revient à Tsubaki, qui se demande pourquoi le bug cracheur de feu cible le groupe de Sabraman. Il voit un dossier de police sur un incendie d'il y a 100 ans où des enfants ont été tués, et Tozawa se demande pourquoi les médias n'ont pas rapporté cela. Kozaburo voit la vidéo de Higuro et il la montre à Tsubaki, pensant que Solitaire est lié au groupe de Sabarman. Polka voit aussi la vidéo et il se demande ce que pense Tenya car le nom de Sabarman a été révélé au public, donc les gens pourraient prétendre être lui et il sera plus difficile de trouver le leader du groupe. Il dit à Takeru qu'il a besoin de 3 jours pour se préparer à la divination, et Takeru accepte, ordonnant à Taipei de retourner à son bureau. Il appelle Belle, lui disant de surveiller les mouvements de Polka pendant les 3 prochains jours, et il ordonne à son subordonné de chercher le groupe de civils. On voit Civil entouré d'un groupe d'hommes qui lui disent que les anciens veulent qu'il quitte le pays, mais Civil refuse de se plier, donc l'un d'eux menace de tirer sur Lulu, mais Civil le tue, et il commence à massacrer tout le monde, les écrasant à mort. On revient à Polka qui dit à Masaki qu'ils doivent être prudents car le groupe de civils est puissant, disant qu'ils perdront s'ils se précipitent. Il mentionne Lulu, disant qu'elle est extrêmement puissante car elle est possédée par un esprit si puissant qu'elle pourrait finir par tuer tout le monde dans la ville. Lulu se sent mal à l'aise à cause de ce qui s'est passé, mais Civil lui dit de se détendre car tout s'est bien passé, disant que les innocents ont été épargnés. Sora pense que plus de gens vont les traquer, mais il révèle que l'organisation a déjà fui le pays car ils ont peur du bug cracheur de feu. Il sait qu'il est une cible car il est impliqué avec l'organisation et il pense à attirer le bug cracheur de feu, donc il envisage de faire de la publicité pour sa présence. On voit Majiri avec Belle lui disant qu'ils vont devenir parents car Xiaoyu va devenir le petit frère de Majiri. Belle essaye de l'avertir, mais Majiri l'arrête, lui disant de faire attention à ses manières. Mais elle réussit à maîtriser Majiri, disant qu'elle est la seule grande sœur dont Xiaoyu aura jamais besoin. On apprend que Bao s'est toujours occupée de lui, et elle a tué les gens qui voulaient s'en débarrasser. Elle dit à Majiri qu'elle est reconnaissante car Xiaoyu a pu s'échapper de son clan après avoir perdu ses membres. Majiri parvient à se libérer, et Belle se prépare à se battre, disant qu'elle le protégera. On passe à Xiaoyu et Polka qui regardent autour d'eux dans la bijouterie. Polka explique qu'il peut utiliser les objets pour recharger le bras de Xiaoyu car ils contiennent de la mana, mais il sait qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il dit à Xiaoyu qu'ils auront besoin de ressources pour sauver le vrai Polka, mais il ne veut pas demander de l'aide à Rosen. On apprend que Xiaoyu se blâme pour ce qui s'est passé et il se sent mal à l'aise en pensant qu'il a échoué à protéger le vrai Polka.
Mais Polka sait que Xiaoyu ne se sentait pas capable de remplir sa mission, lui disant de partager ses sentiments. Il révèle donc qu'il n'a jamais aimé le vrai Polka, car il ne se souciait jamais des sentiments de Rosen. Xiaoyu explique qu'il a toujours voulu être le fils de Rosen et que le vrai Polka est béni de ce statut, mais il en profite, et Xiaoyu admet qu'il est jaloux. Polka dit que son père l'a tué pour de l'argent, donc il envie aussi les liens des autres familles, sachant que Xiaoyu a une excellente relation avec Rosen. Il dit à Xiaoyu que Rosen se soucie aussi de lui, disant qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais que leurs âmes sont connectées, donc Polka lui conseille de chérir leurs liens. Pendant ce temps, Takeru reçoit un appel de Lemmings qui explique qu'il rejoindra le groupe dans 3 jours, et Takeru lui dit qu'il a un travail pour lui. Le lendemain, les objets dans la rue lévitent, et on voit des flyers mentionnant que le fantôme solitaire est arrivé. L'incident est couvert par les médias, mais Tsubaki pense que Tenya ne l'a pas fait car la magie est trop simple sachant comment il trouve toujours un nouveau tour. Tenya réalise que quelqu'un essaye de le copier et on apprend que Lulu est derrière tout ça. Le groupe de civils s'approche de lui alors qu'il se demande qui ils sont, et Civil lui donne un rouleau contenant le symbole de l'Empire déchu, révélant qu'il s'appelle le blason impérial. On voit Polka avec Masaki, qui révèle qu'il la considère comme son ami. Il pense que le groupe de civils est une menace, pensant qu'il l'a impliquée dans son histoire, mais elle lui rappelle qu'elle a tué le vrai Polka, et a même essayé de le tuer lors de leur première rencontre, lui disant qu'elle l'a aussi entraîné dans sa vie. Elle lui dit qu'elle a choisi de rester à ses côtés, disant qu'ils devraient sauver le vrai Polka ensemble. On revient à Tenya alors que Civil lui demande de les aider à faire savoir qu'ils sont les enfants de Sabramonde, mais il ne semble pas intéressé. Civil sait qu'il a cherché le surnaturel, se demandant s'il est impressionné par la magie de Lulu. Mais il fait léviter les objets, disant qu'il peut le reproduire avec ses tours. Tsubaki et Kozaburo se dirigent vers un bâtiment en observant le bug cracheur de feu. On apprend qu'il y a eu un incendie dans le bâtiment il y a 100 ans, et qu'il appartient à une riche dynastie, qui a payé une fortune pour le reconstruire. Mais il reste inhabité à ce jour, et n'a jamais été mis en vente. Tsubaki pense que Tenya travaille avec le bug cracheur de feu, car ils ont des intérêts communs. Tenya accepte la demande de Civil à condition de survivre, et le bug cracheur de feu l'entoure. Une énorme boule de feu est sur le point de l'atteindre, et Tenya a peur d'être pris dans une explosion, alors il décide de fuir. Mais Civil utilise sa magie, faisant disparaître la boule de feu. Il se retrouve entouré de flammes mais il saute et affirme qu'il connaît la véritable identité du bug cracheur de feu. Il révèle que ses affiliés ont mené des expériences pour donner 18 humains des pouvoirs spéciaux, mais ils ont décidé de brûler tous leurs sujets d'essai pour garder le secret. Cependant, ils n'ont pu récupérer que 16 corps, donc Civil pense que 2 d'entre eux ont survécu, sachant qu'ils veulent se venger. Il leur dit qu'ils utilisent des innocents pour faire leur volonté, disant qu'ils agissent comme ceux qui ont expérimenté sur eux. Mais ils lui disent qu'ils sont aussi mauvais, disant qu'ils libéreront les gens après avoir détruit l'organisation. Il se prépare à les affronter, mais la fumée couvre la zone. Alors Civil utilise sa magie du vent pour la disperser. Mais il réalise qu'ils ont déjà échappé. Il pense qu'ils essayaient d'évaluer sa force de combat, et Sora attrape Tenya en pensant qu'il sait où il se cache. Civil se demande pourquoi il a rendu visite à Polka dans le bâtiment de torture, mais il refuse de répondre à la question et parvient à s'échapper. Il admet qu'il s'intéresse au groupe de civils parce que leurs pouvoirs sont uniques, mais il leur dit qu'il a une nuit chargée devant lui, alors il décide de prendre congé. Sora s'interroge sur la magie de Civil car elle réalise que ses pouvoirs sont différents. On apprend que le corps de Civil a été créé comme un vaisseau pour Arya de Sabramonde, mais il n'est jamais entré dans le monde. Donc, l'organisation a qualifié Civil d'échec et sa capacité à utiliser la magie était limitée, mais ses pouvoirs se sont éveillés après que Polka ait touché son âme. Il sait qu'il n'a pas encore maîtrisé ses capacités, disant qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais il pense qu'il n'appartient pas à ce monde car les lois l'empêchent d'agir librement. Il veut retourner de l'autre côté en disant que le monde est ennuyeux, alors il espère trouver quelque chose d'intéressant. Il reçoit un appel et on apprend qu'il travaille avec l'épicier qui l'aide à obtenir des informations sur les Shinoyama. On voit Tsubaki faire des recherches sur le bâtiment qu'ils ont visité, et on apprend qu'ils ont vu un homme qui prétendait être le gérant. Ils ont pu confirmer qu'il disait la vérité, alors ils ont dû quitter les lieux, mais Tsubaki réalise que les documents de Hosoragi contiennent des informations précieuses, et il décide d'approfondir.
Au bâtiment de torture, Polka et ses amis discutent du groupe de civils pensant que Takeru va envoyer Taipei s'en occuper. Ils réalisent qu'ils sont en mouvement et Civil apparaît soudainement, révélant qu'il a utilisé le passage souterrain pour que Kuria ne puisse pas le voir entrer. Mais il leur dit qu'il est là pour se lier d'amitié avec eux, pensant que Polka pourra le comprendre, car il a aussi des pouvoirs. Civil lui dit de tirer fierté de ses capacités, car il les a héritées de sa mère qui venait de l'autre côté. Civil révèle qu'il sait qui est la mère de Polka, disant que son nom est Kanon Shinoyama, et Polka est surpris d'entendre cela, réalisant qu'il a la même mère que le vrai Polka. On apprend que le sort de réincarnation était censé lui donner le corps d'un membre de la famille récemment décédé, et il n'avait jamais imaginé que sa mère quitterait l'autre côté. Il réalise que le vrai Polka est son frère, disant à Civil de le lui rendre, alors Civil réalise qu'il ne parle pas au vrai Polka. Il conclut qu'il parle à quelqu'un de l'autre côté, alors il propose une alliance, disant qu'il devrait vaincre le bug cracheur de feu. Mais Polka refuse, car il n'est pas d'accord avec les méthodes de Civil, disant qu'il n'est rien comme Arius Sabramonde. Civil devient contrarié, disant qu'il ne veut pas être comparé à Arius, car il se sent abandonné par lui. Il dit à Polka de révéler ses pouvoirs, mais on apprend qu'il ne faisait que gagner du temps pour se préparer, disant à Civil qu'il a déjà fini de lancer ses sorts. Il invoque des squelettes, lui permettant de retenir Civil, qui réalise que Polka est un nécromancien. Il pense aux sorciers proches d'Arius et conclut que Polka est le dieu des cadavres, sachant qu'il était le 4e sorcier le plus puissant de l'Empire. On voit le bug cracheur de feu observer la scène, et il pense au groupe de Burning Civil, mais Tsubaki les arrête, alors le manager lui demande ce dont il a besoin. Il explique qu'il sait pour le bug cracheur de feu, révélant que les documents de Osuragi mentionnaient des expériences humaines dans le bâtiment. Il sait que le groupe de Sabraman était derrière cela et qu'ils ont fini par brûler les sujets d'essai, mais 2 d'entre eux ont survécu et ont créé le bug cracheur de feu pour se venger. Le manager fait semblant de ne pas comprendre, mais on apprend que Mikoto a dit à Tsubaki le secret du bug cracheur de feu, disant qu'ils utilisent des ondes sonores pour manipuler les gens. Tsubaki conclut donc que les survivants de l'expérience ont créé une nouvelle personnalité par hypnose et l'ont implantée chez d'autres. Il sait que les survivants sont déjà morts, mais leur volonté continue de vivre. Et le manager admet qu'il a raison, mais il se demande comment Tsubaki prouvera leur crime. Tsubaki sait qu'il ne peut pas les arrêter, mais il est déterminé à les empêcher de commettre des crimes. On revient à Polka alors qu'il commence à se battre contre Civil. Il note que la magie de Civil est primitive, réalisant qu'il est un amateur, et Polka invoque des mains de squelette pour attaquer. Mais Sora protège Civil. Cependant, elle finit par se faire attraper et s'écrase au sol alors que Xiaoyu rejoint le combat. Lulu observe le combat de loin, suppliant l'esprit de protéger Civil, mais Masaki charge soudainement vers elle. Alors que le combat s'éternise, Polka réalise que la magie de Civil commence à s'améliorer, pensant qu'il est un génie car il a pu apprendre la magie juste en observant. Il invoque une explosion de feu qui embrase la ville, mais Polka le repousse en lui disant que ses pouvoirs n'ont pas leur place dans ce monde. Et il est d'accord avec Polka, lui disant qu'il devrait retourner de l'autre côté ou changer le monde ensemble. On coupe à Xiaoyu qui esquive les attaques de Sora, réalisant que son entraînement avec le tigre a porté ses fruits, car elle attaque comme une bête, lui permettant de prédire ses mouvements. Il pense qu'il pourrait être capable de la vaincre, car elle est plus faible que le tigre, mais à ce moment-là, Lemmings rejoint le combat. L'esprit de Lulu la protège en écrasant Masaki, mais elle se remet immédiatement en lui disant de rendre le vrai Polka, mais elle refuse et l'esprit menace Masaki. Polka réalise qu'il a attiré des personnes dangereuses dans ce monde, alors il décide d'arrêter Civil et de rendre le corps au vrai Polka, pensant que la ville sera en paix après sa disparition. Il se prépare à libérer son plein pouvoir, disant que son passé n'a pas d'importance, car son âme est la seule chose qui reste, et qu'il est habitué à jouer l'ennemi du monde. Dans un flashback, on apprend que le dieu des cadavres était contrôlé par un nécromancien ennemi et qu'il a fini par tuer l'empereur. Il tombe dans le désespoir, mais l'empereur lui dit de se remonter le moral, sachant qu'il va être puni pour son crime. Alors l'empereur suggère de disposer de son corps, disant que le dieu des cadavres devrait vivre longtemps en expiation. Il a donc lutté pendant des décennies, mais l'empereur explique qu'il n'a jamais voulu que ses mots le lient. De retour au présent, Kuruya observe le combat, réalisant que Polka est en difficulté car le monde est sur le point d'apprendre ses pouvoirs. Alors, Kuruya contrôle les haut-parleurs de la ville,
disant à Polka de ne pas le laisser car il apprécie Polka en tant qu'ami. Il dit à Polka qu'il l'aidera à atteindre la vie paisible dont il a toujours rêvé, et Correa pirate le système, provoquant une coupure de courant dans la ville. Il explique que les caméras sont hors service, donc Polka peut utiliser son plein pouvoir sans attirer l'attention de tout le monde. Polka utilise ses gemmes, lui permettant d'augmenter son mana, et il invoque des monstres pour attaquer Civil, qui se demande d'où il a eu l'argent pour payer les gemmes. Il révèle donc que ses amis l'ont aidé à les payer, réalisant qu'il a de la chance de les avoir. Civil pense que la ville ne sera jamais en paix car il a tué d'innombrables personnes. Mais Polka révèle que la ville est vide car il a placé des verrues pour éloigner les innocents, disant qu'il a créé des ombres pour agir comme des humains. Takeru essaye de surveiller la situation, mais les caméras sont hors service, alors il demande à Taipei ce qui se passe, mais il révèle qu'il ne peut pas s'approcher car Rin et Hiro gardent la zone. On apprend que Clarissa aide Polka en s'assurant que personne ne peut entrer dans la ville. Civil parvient à vaincre les monstres, mais Polka utilise ses pouvoirs pour créer un énorme cercle magique, et l'empereur fait son entrée. Civil est surpris de le voir, sachant que Polka était celui qui l'a tué, alors il se demande pourquoi il aide Polka. Ses compagnons apparaissent alors qu'il dit à Civil de ne pas sous-estimer Polka, car l'Empire sera toujours avec lui. L'empereur note qu'il lui faudra du temps pour reconstituer son mana, alors ses compagnons décident de gagner du temps pour lui. On voit que Tenya a pu observer l'incident et il sait que la magie est réelle, demandant à un bug cracheur de feu ce qu'il en pense. Il pense à brûler la ville, voyant Polka comme une menace, mais Suzuka apparaît en disant qu'il n'est pas une mauvaise personne. Elle explique qu'elle a été brûlée par l'imitateur du bug cracheur de feu et Polka a sauvé ses frères et sœurs, donc elle lui doit une faveur. On revient à Tsubaki alors qu'il dit au bug cracheur de feu que protéger la ville est son travail, disant qu'il ne veut pas qu'il manipule les gens pour faire leur volonté. Alors il promet de se débarrasser du groupe de Sabramon, les implorant de libérer les gens qu'ils ont hypnotisés. Mais s'ils ne semblent pas lui faire confiance, alors il leur dit de l'hypnotiser à la place. Masaki esquive les attaques de Lulu, mais elle se fait couper en deux. Son corps régénère et l'esprit détruit la zone pendant que le vrai Polka s'échappe, et elle lance sa main pour le sauver. Les Lemmings attaquent Sora et elle décide de libérer son vrai pouvoir. Mais Xiaoyu charge et utilise son bras de dragon pour l'attaquer, la projetant loin. Tout le monde ressent un tremblement de terre, pendant que Polka se demande si l'esprit en est responsable, mais il laisse Masaki s'en occuper, car il doit encore gérer Civil. On voit que les compagnons de l'empereur luttent contre lui, car il est sur le point de maîtriser ses pouvoirs. Xiaoyu se précipite vers Masaki, qui lui dit de prendre Polka, mais elle réalise qu'un bus s'apprête à la frapper. Cependant, il se transforme soudain en chauve-souris, et Xiaoyu se demande si c'est à cause de ses pouvoirs de vampire. Il est sur le point d'être écrasé, mais une chaîne brise le rocher, et il réalise que quelqu'un les aide. Il commence à tomber vers le sol alors qu'un des compagnons de l'empereur parle à l'esprit. Elle réalise que Lulu est sa descendante, disant qu'elle est heureuse d'avoir confié son âme au dieu des cadavres, car elle a pu voir Lulu. On apprend que Majirian Bao a formé une trêve, car ils ont réalisé que Xiaoyu était en danger et décident de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il choisisse son propre chemin. Civil est surpris que l'esprit ait été arrêté, mais il réalise qu'il a déjà maîtrisé ses pouvoirs et décide de se battre jusqu'à la fin. Polka voit le sigil, réalisant qu'il est identique à celui utilisé par Sabramonde, et l'empereur pense que Civil pourrait détruire la ville. Il se prépare à lancer un sort, mais Polka se sent mal à l'aise, pensant qu'il utilise l'empereur comme un outil. Mais il dit à Polka de continuer d'avancer et de protéger ses amis dans ce monde. L'empereur crée un sigil majestueux et tire un rayon de lumière qui illumine la scène et surpasse complètement Civil. On coupe à Tsubaki qui continue de négocier avec le bug cracheur de feu, mais Kozaburo le frappe en lui disant de se calmer. Le bug cracheur de feu respecte sa détermination, alors il décide d'observer Polka, voulant voir s'il mérite d'être dans ce monde, et il libère les gens. On apprend que Civil a été mortellement blessé, mais Polka l'a guéri avec le collier qu'il lui a donné. Il se demande pourquoi Polka a sauvé sa vie, alors Polka explique qu'il a un faible pour les enfants et qu'il ne voulait pas que Civil soit triste. Il dit à Polka qu'il a changé d'avis car il pense que le monde n'est pas si mauvais et ils finissent par se mettre d'accord. Après un certain temps, on voit que des assassins essaient de tuer Polka, mais aucun d'eux n'a de chance car il a décidé de continuer à vivre dans ce monde et il est déterminé à maintenir la paix. Mais c'est là que cette vidéo se termine.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine.